et j'ai encore oublié d'éteindre le truc. Hop là. Bonsoir et bienvenue dans le stream du lundi. Le stream où on va parler des petites nouveautés qui sont sorties ou que j'ai reçues en service presse de la part des éditeurs. Et du coup, j'ai pas réussi à en choisir 5. Du coup, il y en aura 6 aujourd'hui parce que bah, c'est cool 6. On a un petit peu de temps, c'est chouette. Salut Orange Mécanique, comment ça va? J'ai rajouté une plante. Elle est fausse, c'est pas une vraie. Mais j'ai pas le choix. Je baisse le son de ce côté-là. Hop là. Salut Slayer. Ouais, non, mais je voulais voir. J'ai dit d'abord, je mets des plantes. Et si ça rend bien, alors j'achèterai des vrais. Donc, pour l'instant, je mets des fausses. Je mets des fausses, j'ai des celles qui sont en Lego. Alors, attendez. Hop, il y en a une là qui est en Lego. Il y en a une là qui est en Lego. Non, mais regardez-moi un peu. C'est celle que j'avais fait quand j'avais galéré. Non, mais elles sont trop jolies. Regardez-moi ça. C'est trop cool, non? Faut jouer pas. Moi, j'aime bien. Ça rend bien. Aujourd'hui, donc, on va parler de manga. Mais oui, mon décor est de mieux en mieux. Il y a toujours là où je sais pas quoi mettre, mais je vais finir par trouver. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, j'ai passé, là, littéralement une demi-heure. Non, je vais tenter. 15 minutes à essayer de mettre le son. Le retour son. Je n'arrive pas à mettre le retour son. C'est hyper frustrant. J'ai appuyé sur tous les boutons, j'ai tout essayé. Voilà, je vais demander au dieu Cordu à un moment d'intervenir. Il vient de temps en temps, Cordulus. Il fait du stream aussi. Pour trouver le pourquoi je n'arrive pas à avoir le retour son. Coucou Amel. C'est pas que ça me dérange de pas entendre le générique, mais je n'entends pas les cheers, j'entends pas les follow, etc. Donc je les vois parce que bah ils passent, mais j'aimerais bien avoir le son de mes trucs, quoi, quand même. Ça serait sympa, mais bon, c'est pas grave. Il te manque un manga de la collection de Petit Prix Noévé. Oui, j'ai pas mis les 3 parce que bah, sinon j'allais me retrouver avec 7 titres. Parce que je voulais vraiment beaucoup vous parler de Itachi Dentiste là. Donc là, c'est les SP que j'ai reçus. C'est les 3. Il y en a 2 de chez Pika, il y en a un de chez Vega que j'ai reçu. Merci aux éditeurs de me les avoir envoyés en service presse. Donc évidemment, je vais en parler. Et donc du coup, il me restait plus que 2 places. Donc j'ai tiré sur 3 parce que je voulais vraiment parler de Dentiste. Et puis bah du coup, j'ai dû en choisir 2 sur 3 dans la collection Noévé. Donc voilà, ça s'est arrêté sur ces 2-là. Faut que j'arrête de... Je me suis fait mal au pouce. Faut que j'arrête d'y toucher. Je n'y touche plus. Donc pas Copélion, mais si la semaine prochaine il y a un trou, et ben du coup je mettrai Copélion dedans pour essayer de rattraper le fait que j'ai pas pu là du coup le mettre. Je rappelle que je fais toujours priorité au service presse, c'est bien normal puisque du coup les éditeurs m'envoient des titres, donc c'est eux que je mets en premier, et puis après si j'ai de la place je fais des petits choix stratégiques. Alors il y avait d'autres titres qui étaient sortis, franchement il y avait des trucs qui avaient l'air trop bien cette semaine. Bon, alors c'est pas grave, il faut faire des choix dans la vie, il faut faire des choix. J'ai pas eu la réponse de Glénat encore. Ouais, non. Sur un modèle de giveaway qui m'autoriserait sur Sakamoto. Donc pour l'instant, c'est en pause. J'ai d'autres chez Pika à faire. Bon, bah, au pire, je ferai ce Pika en attendant. Ce qui n'est pas très très grave. Le temps que bah, je sache un petit peu comment je peux m'organiser. Donc voilà un petit peu pour les news. J'ai pas grand chose cette semaine parce que c'était une semaine assez tranquille. Puis j'espère que vous avez passé de joyeuses Pâques pour ceux qui fêtent Pâques. Je peux pas vraiment dire joyeux Ramadan, enfin si, tu peux le dire au début et à la fin, mais tu peux pas le dire pendant. Bon courage à ceux qui font le Ramadan, et pour ceux qui ont couru les lapins et les œufs en chocolat, j'espère que vous vous bafferez bien. Voilà, deux salles, 2 ambiances. Coucou les jeunes Sama, et oui, j'ai déménagé. Salut Fab Atlantis. Et oui, j'ai déménagé il y a maintenant un petit mois. Je commence. Alors, on me rigole parce que hier, j'ai encore rangé des cartons. J'ai rangé plein de cartons hier. Et c'est assez drôle parce que on me dit mais tu déménages encore? Oui, c'est en plusieurs fois. En fait, comme je garde mon ancien appartement, je me suis pas dépêchée de tout faire dans les cartons. Et j'ai dit c'est le pire, c'est la fin du déménagement parce qu'en fait les derniers trucs qui te restent à déménager, c'est les trucs inutiles. C'est-à-dire qu'au début les trucs utiles, genre la vie de tous les jours. En deuxième, les trucs moyens utiles, genre par exemple la moitié de ta cuisine. Parce que bah, au début tu prends les poêles et puis après tu vas chercher le fin fond de la casse, enfin vraiment les trucs genre les outils qui te servent pour faire des pâtisseries que tu n'utilises pas tous les jours. Et à la fin il n'y a plus que les merdes en fait. Il y a que les trucs que t'aurais dû jeter il y a longtemps ou donner ou vendre et que t'as gardé parce qu'en mode je les ai oublié de les vendre, ou je les ai pas donnés ou machin. Et donc voilà, c'est ce que j'ai déménagé hier. Il y en avait beaucoup trop. Mais bon, j'ai encore ramené des cartons de manga. Trankun va nous manquer. Ben oui, je pense qu'on lui manque aussi un petit peu. Alors ça m'a fait bizarre d'y retourner parce que honnêtement je disais la moindre ombre, j'ai l'impression que c'était mes chats alors qu'ils sont ici. Et ouais, de me retrouver. Ah, j'ai déménagé à une rue, hein. Je suis au bout de la rue. C'est juste qu'on n'entend plus le train parce que je suis beaucoup plus haut que le train maintenant. Je suis au dernier étage et il est
Enfin, je le vois au loin, en fait. Et honnêtement, la vue, quand tu vois un train qui passe au loin, c'est vachement sympa. Et beaucoup moins proche qu'avant. On s'est demandé est-ce qu'il y avait quelque chose que vous allez pouvoir entendre ici, mais non, non, on n'entend rien. C'est même pas, j'ai l'autoroute derrière, on n'entend même pas l'autoroute. Enfin, de toute façon, une autoroute, en vrai, t'entends. J'ai dit, c'est un bruit blanc qui te sert à t'endormir la nuit. Au loin, t'entends du vent. C'est rare qu'on klaxonne sur l'autoroute, quand même. Donc, du coup, on entend le chat. Mais oui, oui. Alors, bah, vous allez le voir, parce qu'en ce moment, il vient tout le temps. Ah ça, les chats, ils sont bien. Ben, en fait, en vrai, avant, j'avais derrière moi, j'avais l'arbre à chat. Ben là, il est juste devant moi. Juste pile là, je pourrais le toucher si je t'en bats. Donc il se met là et puis il me regarde en fait faire mes trucs. Donc c'est assez marrant. Donc voilà, ouais, nouveau. Et voilà, j'expliquais que j'essaye de mettre en place un petit peu le fond là derrière et que je sais pas quoi mettre ici parce que j'aurais bien voulu ranger des choses. En fait, je pensais que je serais un peu plus haute. Je pensais que vous verriez plus le haut et un petit peu moins là. J'aurais dû le descendre d'un cran. On verra plus tard comment je m'arrange. Et donc aujourd'hui, eh bien écoutez, on va parler de manga. Et on va commencer nos chroniques avec Black Box. Non pas l'éditeur, mais le manga. Oui, bah ouais, du coup, c'est drôle de se dire, bah tiens, le manga porte le même nom qu'un auditeur. Donc, du coup, quand vous le cherchez sur Google, vous allez rester avec moi, n'oubliez pas d'écrire Pika. Sinon, vous allez tomber sur l'éditeur, qui est très bien par ailleurs, mais c'est pas ce qu'on cherche. Et oui, c'est comment... à quand la refonte graphique du live? C'est prévu. Faut que je m'y mette. Faut que j'ai une idée. Ça va être... Black Box, c'est un manga de Tsutomu Takahashi. Alors, Tsutomu Takahashi, bah, vous le connaissez très très bien, puisque c'est un auteur à vachement gros succès, qui a fait son retour d'ailleurs chez Panini Comics avec Sido, la réédition que j'avais chroniquée d'ailleurs quand il l'avait commencé. Mais c'est l'auteur de Alive, c'est l'auteur de... Alors, chez Pika, son dernier, c'est je sais pas comment on le prononce. Neum, ça me paraît pas mal. Non, bah oui, ça patte. Alors ça, c'est son manga qu'il avait fait juste avant, justement. Neum. Je vais éviter de le prononcer, celui-là. On va l'écrire. Ah bah oui, bah, t'as Tsutomu Takahashi, c'est un auteur que tout le monde... Enfin, je veux dire, c'est difficile de pas l'aimer. Hein. Il a un style graphique quand même incroyable, il fait des histoires dingues. Je veux dire, là, en plus, c'est une série qui est terminée avec 6 tomes. Vous allez avoir beaucoup... comment il s'écrit, Nium? Bah, pour moi, c'est... Nium, comme ça. Ah, c'est avec un N? Neun, peut-être. C'est un truc sur les nazis. Franchement, c'est... Ah oui, j'ai plus de mouches aussi. C'est parce que j'ouvre la fenêtre maintenant. Donc, j'aime beaucoup la couverture parce qu'en fait, ils vous ont fait ça comme une affiche. Comme une affiche, vous avez, de combat de boxe. Donc, évidemment, on va parler de boxe. Et le papier, c'est vraiment ce papier-là que vous retrouvez quand on a des affiches... quand on a des affiches de sportifs en fait, et j'aime beaucoup, voilà, c'est un peu un effet craft, et voilà, du même auteur, on a donc Neun et Détonation, série en 2 tomes chez Pika, et les autres sont chez d'autres éditeurs. J'aime vraiment, voilà, et puis vous voyez, voilà, 4 rounds, bantamweight, début out, etc. On est vraiment sur le vocabulaire d'un combat. On a une page couleur que voici. On doit en avoir deuxième, voilà. Et on a, hop, notre héros, puisqu'on commence sur une interview. Je l'ai dit, c'est donc une histoire de boxe, puisqu'on va suivre, je ne sais plus comment il s'appelle, Ryoga Ishida. Ryoga, c'est évidemment... Bah oui, c'est marqué sur la couverture. C'est celui que vous voyez en couverture. Salut ailleurs! Et donc il est jeune, il est boxeur, il n'est pas encore professionnel, mais justement, il doit passer son premier combat vers la professionnalisation, pour devenir pro, quoi, hein, en gros. Et j'ai même ce qu'on m'a marqué Murder Family, bah oui, parce qu'en fait, il est très connu, pas parce qu'il fait de la boxe pour l'instant, mais il est connu parce que son père est un meurtrier, il est en prison pour ça, et son frère s'est également fait arrêter pour des histoires de meurtre. Donc du coup, ça fait les gros titres d'un obscur journal, donc on connaît pas trop la portée, mais on devine que c'est pas non plus incroyable, qui dit « Ah là là, mais c'est le 3e, bah, s'il tue quelqu'un sur le ring, bah, ça fera une belle famille de tueurs. » Voilà, l'histoire commence comme ça. Effectivement, le héros est un peu patibulaire, mais le héros, il a pas la langue de sa poche, il a plutôt beaucoup de caractère, et lui, tout ce qu'il a en tête, c'est devenir le champion de boxe. D'ailleurs, son père, on se rend compte que son père aussi faisait de la boxe. Et donc, on va le
on va voir son premier match, encore une fois, de qualification pour devenir professionnel. Il va littéralement atomiser son adversaire, et puis on va voir le premier match pro qu'il va réaliser. Et en fait, c'est un peu l'histoire donc, de comment il va devenir un champion de boxe, suivi notamment par son père, qui lui écrit depuis la prison sur les stratégies qu'il doit faire, sur comment il doit se battre, etc. Sur Ryoga, qui n'a que la boxe en tête, qui fait des entraînements de dingue, qui a comme je l'ai dit, très très forte personnalité, mais on sent qu'il est plutôt respectueux, hein, notamment à un moment... il y a une assistante sur le ring, notamment qui lui met le protège-bouche, ce genre de choses, et il y a un visiteur du match qui lui sort qui lui sort un truc sexiste, et lui il se retourne et dit tu vas t'excuser tout de suite, en mode je vais te défoncer ta petite gueule de connard. C'était assez jouissif. Donc on peut pas dire que c'est un mauvais garçon, on peut pas dire qu'il est sympa non plus, hein, mais en tout cas il défend simplement ses intérêts, et ses intérêts c'est clairement la boxe. C'est évidemment dessiné avec tout le talent que peut Tsutomu, autant vous dire que ça dépote grave parce que c'est extrêmement beau. Bon, donc sur les dessins, déjà les visages, c'est toujours aussi incroyable. La boxe, je suis en overdose, je me suis tapé coq de combat The Boxer Hippo JPP. Ouais, je te comprends, et pourtant, tu vois, c'est comme les Adachi et le baseball, hein, il a beau nous remettre ça à chaque fois, on m'en redemande en fait, finalement. Mais ouais, c'est vraiment un très bon titre. En plus, c'est une série courte, regarde. T'en as pas pour longtemps. Sur ce jeune Ryoga qui cherche à monter les échelons. Alors, dans les trucs incroyables, hein, qu'on peut noter, bon, déjà le dessin, si vous connaissez Tsutomu Takahashi, c'est incroyable ce qu'il fait. On a encore une fois des planches, mais d'une incroyable beauté. Tout est génial, hein. Alors, oui, il utilise des trames. Comme d'habitude, c'est très... Je suis pas sûre que ce soit des trames. Ça ressemble pas à des trames quand même. Si, ça doit en être. En fait, il y a vraiment un effet peinture, aquarelle dans ces gris. C'est pour ça que je demande, est-ce qu'on est sûr que ce soit est-ce qu'on est sûr que ce soit des trames? C'est le gris, hein, voilà. Vous voyez, le gris, en fait, on a vraiment... Là, vous ne voyez pas très bien, mais on a vraiment l'impression que c'est en fait au pinceau. Alors, j'ai un petit doute, hein, mais c'est vrai qu'il y a des chances parce qu'en fait, regardez, c'est tellement pas précis, mais après, ça peut être fait exprès, hein, mais il y a vraiment un effet... non, mais j'ai fait ça au pinceau. Ça rend tellement bien. Donc, il y a un vrai effet brut de décoffrage, aquarelle, que j'aime beaucoup dans ces dessins-là. La seconde chose, c'est que, bah oui, il vous fait des planches juste à tomber par terre... qui dégage énormément de choses. Mais moi, celle-là, c'est juste magnifique. L'histoire est pour l'instant assez courte, hein, l'histoire d'un jeune garçon qui n'a que la boxe en tête. Alors si j'insiste sur le fait qu'il ait que la boxe en tête, c'est parce qu'au début, donc, on le démarre sur une interview, et pendant l'interview, il balance un truc du style... Enfin, en gros, je sais pas, il invective tout le monde sur le fait que les gens pensent au cul. Et lui, là, il dit, moi, je suis puceau, les filles, ça m'intéresse pas. Moi, j'ai que la boxe en tête. Le jour où je m'intéresserai aux filles, c'est que ce sera fini pour moi. Elles vont me déconcentrer sur mon but ultime. Donc ouais, non, il rigole pas quand il dit que la boxe ou rien. Tu comprends qu'il cherche à suivre le paternel. Et puis, on aime bien cette petite liaison avec le père, là, qui dit, attends, j'ai un plan pour toi, j'ai une stratégie pour que tu deviennes le meilleur. Ok, d'accord. Donc très court comme manga pour l'instant, en tout cas le premier tome présente littéralement l'ambiance, etc. Moi il faut pas m'en donner plus, hein. C'est un grand oui juste avec ça. Je suis curieuse de savoir, oui, ça va être certainement l'histoire de son ascension, donc on va avoir plusieurs combats et puis des interrogations, va-t-il y arriver, ah bah là il faut qu'il fasse telle stratégie, etc. Si vous connaissez un tout petit peu en boxe, je sais pas ce que ça vaut. Moi ça m'avait l'air legit, c'est-à-dire que j'avais l'impression que c'était ok. Il y a un vrai potentiel de... Oui, c'est comme ça que se passe un match de boxe, et il respecte les règles, et tout va bien, même si... Il met quand même 2 patates, et les gens sont par terre, et tu dis, ouais, ok, très bien. Bon, il doit être sacré crochet du gauche, puisqu'il est gaucher, mais pourquoi pas.
Donc un nouveau manga sur la box. Alors ça rejoint, ils ont pas mis le petit logo, je pense qu'ils voulaient pas abîmer non plus la belle couverture, mais je rappelle que Pika a un label sport. Alors je vois que c'est en seinen, hein, ils ont mis dans la collection seinen. Il me semble que quand c'est sport, j'en ai derrière moi, je vais pouvoir regarder. Quand c'est sport, il me semble qu'ils écrivent sport, hein. Incroyable. Ouais, je sais, là-bas. Revenez, non, pas vous. Oui, quoi. Je l'ai. En garde. Eh ben non, non. Il me semblait que c'est... Ah oui, si, en fait, quand c'est sport, c'était écrit là. Voilà, en garde notamment, il a le petit logo en bas qui a marqué sport et tout. Mais c'est Pika édition shonen. Je pensais qu'ils auraient... Voilà, derrière, il y a bien sport, tout est rappelé. Alors que... Tombe-toi. Ça serait dommage de tomber. Là, il n'y a aucune mention qui est faite sur une collection sport. C'est dommage parce que franchement, bon, encore une fois, ils ont peut-être pas voulu abuser sur la couve, mais en vrai, ça parle de boxe. Avant Tsutomu Takahashi, c'est quand même ça parle de boxe. Vous pouviez le mettre dans votre collection sport que vous aviez fait pour les Jeux Olympiques. D'autant que les Jeux Olympiques arrivent aussi pour Paris, donc continuez un peu ce Pika, cette bel élan, je trouve, de mettre en avant des mangas de sport, en croisant les doigts que vous me sortiez 2-3 petits titres que j'attends avec grande impatience, mais qui datent un peu, mais écoutez, on fait ce qu'on peut. C'est normal qu'il ait un bon crochet du gauche s'il est plus chaud. Pourquoi ? Bah non, tu vois, il a pas musclé le poignet, hein, donc... Ah non, bah non. Ah bah oui, du coup. Ça y est, je l'ai. Pardon. Salut, Nonorélie. Encore un manga que pour les sportifs. Bah non, on peut le prendre même si on n'aime pas forcément le sport. Je pense, au contraire, moi par exemple, la boxe a jamais été mon truc. Donc du coup, je n'ai pas lu Hippo. Je devrais, je sais. Est-ce que j'ai déjà lu un manga de... Ah si, un des Adachi parle de boxe, mais c'est peut-être le seul où... J'ai jamais accroché au manga de boxe, je sais pas pourquoi. Pas d'occasion. Alors, si vous demandez des mangas de boxe, on vous en a mis toute la liste. Legion Sama vous a mis absolument tout ce qui était sorti, je pense, donc, donc ça va. En tout cas, voilà. Ensuite, on a... Attendez, je recherchais... Oui, c'est ça, voilà. Coq de combat, voilà, si. Coq de combat, quand même, je l'ai lu. Faut pas déconner non plus. Coq de combat, il est juste incroyable, donc... Si on avait un à lire aussi en box, il y avait celui-là. Donc ouais, 8,20€ pour 6 tomes terminés. Franchement, le prochain, ça sera le 15 juin. Je ne peux que vous conseiller largement ce manga, à la fois parce que c'est un très bon manga de boxe, et à la fois parce que Tsutomu Takahashi, vous ne pouvez pas ne pas acheter cet auteur, qui est pour moi l'un des les plus incroyables. Et merci à Pika de sortir d'ailleurs tous les mangas de cet auteur-là. Et ça, c'est bien cool, parce que franchement, il n'a fait que des trucs bien jusqu'à aujourd'hui. Je ne connais pas un titre de cet auteur où je me suis dit, bof. Moi, franchement, j'aime bien regarder des mangas sur les sports. Que je fais pas. Genre Yuri on Ice. Bah écoute, merci Sonet, merci pour le follow. Yuri on Ice, je l'ai vu après tout le monde, je l'ai vu il y a quelques mois, et je trouve ça super cool. Voilà. J'ai trouvé que Yuri on Ice, c'était très... J'ai hâte de voir le film d'ailleurs, ça serait chouette. Les mangas de sport que Tiens, des mangas de sport que j'ai bien aimés. Alors, j'ai adoré, alors il est vraiment obscur, c'est Hikaru no Densetsu. Hashtag j'aime la gym en français, l'animé qui était sorti sur la 5 il y a bien très 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 longtemps. Et c'est Tonkam qui avait sorti en bunko ce titre. Alors c'est un vieux titre, hein, il date des années 80 ou 70 au Japon. Mais en vrai, il était exceptionnellement bon donc sur la gymnastique rythmique et sportive, la GRS. Et c'est vrai qu'à l'époque, le manga, je l'avais trouvé juste incroyable. L'anime était mouif, mais le manga, on est sur une passion plus que dévorante, hein. Ce qui est étonnant d'ailleurs, parce que c'était un shoujo manga dans les classiques des années 80, et pourtant, à l'époque, on faisait beaucoup, enfin non, c'est pas si surprenant que ça, mais à l'époque, on faisait beaucoup dans le dramatique, mais genre drama de ouf, genre tes parents meurent, mais tu dois danser quand même, tu vois, c'est un peu ça, genre la rage de vaincre. Ah oui, Fable Atlantis, il était sorti... Ah, Slam Dunk, c'est un grand titre, pareil que j'ai... Alors, j'ai pas la version de luxe, j'ai l'ancienne version de Canal qui était sortie. Est-ce que c'était juste avant Cynthia... Ah, pardon, j'ai dit J'aime la gym. Oui, J'aime la gym, c'est J'aime la gym, ouais, donc du coup, c'est Cynthia ou le rythme de la vie, c'est le même titre. Pardon, oui, Cynthia ou le rythme de la vie, J'aime la gym. Oui, bah c'était dans le générique en même temps, hein, c'était...
Mais ouais. Alors, rien à voir, hein. L'animé, Cynthia, et le manga, je vous jure que c'était pas pareil. Il se passait pas les mêmes choses, c'était pas la même vie. La pauvre. Elle a un peu morflé dans le manga quand même. Achille 21, ouais, Achille 21 est un très très bon manga de sport. Alors moi j'aime beaucoup aussi, c'est Subaru des étoiles. Je sais plus, Subaru, machin chose des étoiles. Ah la vache, celui-là aussi, il mettait des claques sur la danse classique. Bref, dommage Subaru, je crois qu'il est plus édité aujourd'hui. Enfin bon, il y a plein de mangas de sport qui sont vraiment, vraiment cool. Mais ouais, Slam Dunk, le générique de Slam Dunk. Pour ceux qui veulent, j'ai déjà fait un épisode sur J'aime la gym. Donc Cynthia. Je me demande s'il a parlé du manga du coup. Parce que bon, l'animé, c'était facile de parler des trucs dans l'animé. En fait, l'animé, il a vachement tronqué le manga. Et du coup, c'est pas très logique sur la fin. On est là, mais de quoi tu nous parles? Et puis en plus, je crois qu'il se finit super, genre comme ça. C'est pas très logique, alors que le manga va vachement loin. Ah ouais, non, mais Subaru. Ah, Subaru, ça trace. C'est bon, j'ai la ref. Ouais, non, mais j'en ai des mangas de sport. Bah, Pika, là, ils viennent d'en sortir pas mal. Bah, il y a tous les Adachi, hein. Je suis une très grande fan d'Adachi, donc évidemment, je les ai tous. Tous ceux sur le baseball, notamment, puisque je fais du baseball, donc du coup, j'adore beaucoup les mangas de baseball. Est-ce qu'il y a un manga qui est pas sorti sur... On a même réussi à sortir Initial D en France. Ça, je trouve ça assez oufissime qu'on ait eu droit à Initial D qui soit sorti en France. Parce que, on va pas se mentir, hein, mais à l'époque, moi, je regardais ça il y a 20 ans, et c'était moche. C'était très très moche. Et les gens, ils étaient en mode, ouais, bah, le manga, il est encore plus moche, jamais il sortira. Mais finalement, il est sorti. Et c'est vachement bien sur les courses de voitures. Voilà. Rookies, ouais, Rookies, je les ai tous aussi. Rookies, bah, en même temps, baseball, hein, donc voilà. J'ai pas la fin, merci, invite-moi. T'as pas la fin de quoi? Ah ouais, non, alors Olivier Tom, j'en parle pas parce que je trouve le manga tellement pas terrible. Ah bah IQ. Ah bon, IQ, là, c'est... Là, je crois qu'on a perdu tout le monde à IQ cette année. Non? Ah, mais avant IQ, il y avait Kuroros Basket. Non, mais attends, non, IQ, ça parle de volleyball. Kuroros et basket. Ouais, mais Kuroros Basket est vachement bien. IQ, ouais. IQ. IQ, il envoie du pâté, hein. Franchement, je connais personne qui ne soit pas devenu très très fan de IQ très vite. Bon, on dit pas que sur les mangas de sport, mais bah voilà, c'est bien. Allez-y, qui a déjà fait un sport parce qu'il a vu ou lu un animé ou un manga? Moi, j'ai fait de la GRS avec Cynthia. Je crois que c'est le seul. Je crois que c'est le seul animé où je me suis dit, je vais le faire parce que j'ai vu l'animé. Parce que j'ai fait du basket, et en même temps, tout le monde a fait du basket. J'ai fait du baseball, mais beaucoup de gens ont fait du baseball. J'ai fait du ping-pong. Ouais, j'ai fait plein de sports, mais c'est vraiment Cynthia ou le rythme de l'ami qui m'a donné envie de me dire hey, la GRS, c'est pas mal en fait, ça peut être cool. Alors j'ai fait de la GRS, j'en ai pas fait longtemps la GRS, par contre j'ai fait très longtemps de la gymnastique. Parce que c'est cool la gymnastique. Alors, la GRS, c'est si vous avez quelque chose dans les mains. Un ballon, un ruban, une massue, oui, une massue, ça s'appelle comme ça, enfin une masse, et un cerceau, voilà. Ça, c'est la GRS, la gymnastique rythmique et sportive. Vous avez un truc dans les mains. Si vous n'avez rien dans les mains, mais que vous vous aidez de vos mains, c'est de la gymnastique, tout court. C'est celle où vous allez faire du cheval d'arçon, du tapis de sol, les barres parallèles, la poutre, voilà. Le cheval d'arçon, gymnastique. Donc, je l'avais râlé déjà la dernière fois. Vous le savez de quoi je vais parler. L'animé, là, où ils ont dit « Oui, ce sont des garçons qui font de la GRS !» Non, ils font pas de la GRS, ils font de la gymnastique. Et ils ont le droit, beaucoup de garçons font de la gymnastique. Mais ils font pas de la GRS. C'est pas grave. Je suis en train de m'étouffer. Non, bref. J'ai appris à parler aux filles grâce à City Hunter. Orange Mécanique, ceci explique beaucoup de choses. Videx, moi avec Prince of Tennis, mais ça rendait pas pareil. Oui, alors oui. Bah, j'ai fait beaucoup de tennis aussi, tiens, j'ai fait 10 ans de tennis. Et je n'ai jamais réussi à faire les coups qu'ils faisaient dans Prince of Tennis. Bon, je n'ai pas fait de tennis à cause de Prince of Tennis. J'ai fait du tennis parce que je viens d'une famille où tout le monde fait du tennis. Coucou papa. Donc voilà, mais... Je suis mis au sport après avoir vu Cell at Work. Quoi? Je connais pas. Ok, j'ai pas la rêve. J'ai pas toujours la rêve. Mais
Non, mais c'est marrant comment les... Moi, j'ai regardé les compètes à la TV, mais c'est tout. Écoute, c'est déjà pas mal. J'aimais beaucoup regarder les compètes à la TV. Surtout le patinage artistique, c'est très cool à regarder à la télé. Ils te font de ces trucs, t'es là-dessus. Comment vous faites? Voilà, on divague, on divague. Allez, next, parce que mine de rien, j'ai 6 titres à parler. We Must Fall in Love. Encore une fois, merci Pika pour les services presse. Le dernier shoujo choupi romantique de chez Pika Édition. C'est juste pour vous montrer que la couve est très très claire. C'est pas votre télé. N'essayez pas de régler l'image de votre téléviseur. Une nouvelle comédie romantique de Haru Tsukishima chez Pika avec 9 tomes. Série terminée. Donc on continue chez Pika à sortir des petits shoujo très classiques, romantiques à souhait, de lycéens, collégiens, whatever, et ça marche bien, on va pas se mentir, 6,95 €, c'est les petites séries sympas qui feront chavirer votre cœur suivant que vous aimez le sujet ou pas. Le petit dernier là par exemple qu'ils avaient, que j'aime énormément, enfin qui est assez sympa, il y a Mon colloque d'enfer qui est vachement cool. Je l'ai pas fini, il est fini mais je l'ai pas fini. Et ils sont partis derrière, je sais plus ce que c'était. Et c'était un qui parle justement de volleyball, sur une fille qui devient manager d'une équipe de volleyball, et il était pas mal. Donc, We Must Never Fall in Love, c'est l'histoire assez connue, assez classique, mais qui fait toujours bien l'effet, d'une jeune fille dont la mère, qui a perdu son père quand elle était plus jeune, et dont la mère se remarie. Et quand elle se remarie, évidemment, elle ramène un beau-fils, voilà, en même temps que le beau-père. Je pense que vous voyez à 10 bornes le problème, c'est que donc les deux adolescents qui vont aller au même lycée, dans la même classe, vivent désormais sous le même toit, et évidemment, pour des raisons tout à fait familiales, ne devraient pas tomber amoureux l'un de l'autre, ou de sortir ensemble, puisqu'ils sont frères et sœurs officiellement par la loi. Il faudra qu'on m'explique au Japon comment ça se fait que vous faites des mariages où vous ne présentez pas les enfants. Je sais pas, je suis peut-être pas... ça se fait peut-être en France aussi, mais est-ce que quelqu'un a déjà vu des gens où on dit « Hey, ma mère s'est remariée, j'ai jamais vu mon beau-père, j'ai jamais vu mon beau-frère de tout le temps où les gens se sont côtoyés avant de se marier, quoi. » Je veux dire, en général, tu présentes avant, je sais pas... Enfin, au Japon, j'ai l'impression que c'est quand même vachement courant, parce que dans les mangas, le nombre de fois où « Tiens, je te présente ton beau-frère, oui, parce qu'on s'est marié ce week-end. » Mais jamais personne ever. Le coup de la surprise, on a vu ça depuis Marmelade Boy chez Glénat il y a 20 ans. Faut arrêter, présenter les gens, ça évite les quiproquos quand même. Parce qu'évidemment, les deux petits tourtereaux, là, bon, bah, ils se sont vus avant de savoir qu'ils étaient frères et sœurs, dans un moment d'échange tout à fait banal, sans plus ni moins. Et donc du coup, surprise, en fait, on est frères et sœurs. Non. En fait, sur cette nouvelle vie, ce qu'on peut noter et qui est marrant, c'est qu'elle est complètement paniquée. Hein. C'est-à-dire que le fait de voir un garçon, déjà, elle est toute rouge, elle perd tous ses moyens, elle est super timide, intimidée, c'est la reine des gaffes, et c'est censé être la grande sœur. Excusez-moi, vous avez que quelques mois d'écart à ce niveau-là. On est plus... Elle s'imaginait, quand on lui a dit tu vas avoir un petit frère, elle s'est dit oh, je vais avoir un petit frère tout mignon, je vais l'appeler Oni-chan. Non, pas du tout, non, c'est plutôt Oni-chan, il est vachement grand quand même. Et donc elle perd ses moyens, en plus il se trimballe à moitié à poil dans la baraque. Ok, torse nu, mais excusez-nous, hein, mais nous les filles on n'a pas le luxe de pouvoir se promener torse nu dans une baraque, donc j'estime qu'il ne devrait pas non plus. Donc il enlève ses vêtements, il se met à l'aise, il est grand, il est beau, donc évidemment qu'elle, en plus, elle enchaîne les bourdes en mode « je tombe évanouie dans mon bain, il faut qu'il m'aide, il m'a vue toute nue, je ne peux plus le regarder en face. » On est dans le gros cliché de la comédie romantique. Au moins, c'est pas niais. Clairement, ce n'est pas niais du tout, parce que la fille, elle est plutôt, même si elle est hyper intimidée, c'est bon, elle peut pas non plus arrêter de lui parler. C'est juste qu'en fait, elle sait pas du tout... en plus... il l'a vu dans une situation très inconfortable, elle s'est fait jeter, puisqu'elle a fait une déclaration à un garçon, et la fameuse rencontre qu'ils ont eue tous les deux avant de savoir qu'ils étaient frères et sœurs, c'est qu'il a assisté à la scène où elle s'est fait rembarrer. Donc elle sait plus où se mettre, parce qu'elle est gênée qu'il ait vu qu'elle s'est fait rembarrer. Et d'ailleurs, le petit grain de sel dans l'histoire, et qui j'espère ne va pas durer 9 tomes sur le sujet, mais c'est que le fameux garçon qui a refusé... de sortir avec elle, a toute une histoire, évidemment,
On va le recroiser plus tard. On va supposer qu'il y a un quiproquo. Il a l'air pas... Tu sais pas s'il a refusé et que maintenant il regrette, ou tu sais pas s'il a refusé alors qu'en fait il voulait accepter mais qu'il s'est planté. Enfin, j'en sais pas, mais il y a une histoire comme ça. Bref, dans 3 tomes, on sera au courant de qu'est-ce qu'il y a, et puis ce sera rigolo. Mais bon. Sur les comédies romantiques, je te fais confiance, j'ai regardé Love is War grâce à Lune. Ah, Love is War. Très très bon. En tout cas, ma sœur, elle se trimballait autant à poil que moi. Bah non, pas moi. J'ai grandi avec 2 grands frères. Non, on ne prenait pas à poil. Enfin, c'est surtout torse nu, quoi. Pas... Mais... Ouais, mes frères, on peut pas plus que ça, je suis en train de me dire. Bon. Après, c'est une question d'éducation, d'habitude d'enfant, ou... C'est vrai que non, pas plus que ça maintenant que j'y pense. En tout cas, We Must Never Fall in Love, c'est classique. On va pas se mentir, c'est très classique, c'est un shoujo de lycéen. Moi, j'ai bien aimé parce que, comme je disais, le caractère de la fille, bon, il m'énerve. Honnêtement, c'est le genre de truc qui m'énerve dans le sens où, voilà, elle s'énerve pour un rien. C'est-à-dire que là, oui, il lui lèche le doigt, elle s'est coupé le doigt. Il lui lèche le doigt, personne fait ça. Voilà, bon, c'est bon pour lui faire péter un câble. Elle va y avoir plein de quiproquos. Encore une fois, elle perd ses moyens tout le temps. Ouais, c'est très clair parce que c'est un shoujo. Et le fait de perdre ses moyens, c'est vraiment typique des shoujo romantiques classiques. Ça va mener plein de quiproquos, ils vont pas réussir à se discuter ensemble, mais pour autant, lui, il est plutôt cool, plutôt sympa, voilà. Donc la fameuse scène où elle s'éclate dans le bain à poil devant lui, ça c'est le genre de scène qui te dit que ça va être sympa comme série. C'est-à-dire que d'habitude c'est un peu caché, un peu machin. Non, là, elle est franchement à poil, y a pas de souci. Donc ça va. Petite curiosité sur ce manga parce que je me dis, est-ce qu'il va y avoir un peu 9 tomes quand même, ça doit pas être si mal. Il y a l'autre mec là qui lui tourne autour, mine de rien. Je pense que soit c'est touche pipi, c'est-à-dire que il veut pas qu'elle aille à un autre. Genre, bah oui. Genre, non mais j'en voulais pas, mais maintenant que quelqu'un d'autre la veut, je la veux bien. C'est un peu ça l'idée. Et niveau graphique, ouais, ça va. Bon, classique. Vraiment, c'est ce que tu vois en couverture. Moi, je trouve ça pas mal. C'est pas moche. C'est pas incroyable non plus. C'est très blanc, parce qu'encore une fois, c'est un shoujo. Ouais, même au niveau décor, il y a ce qu'il faut. On les voit en plus dans des vêtements pas lycéens. Ça, c'est plutôt rare. Parce qu'ils vont faire des courses, ils vont sortir dehors, on va les voir beaucoup à la maison. Donc, on va les voir avec des vêtements qui ne sont pas ceux du lycée. Donc, ça change un petit peu. Et puis ce qu'on comprend vraiment, c'est que lui, il est intéressé par elle et elle est intéressée par lui. Et ça, dès le premier tome, l'un et l'autre s'en rendent compte. Voilà, il l'a sorti. En fait, il l'a sorti 22 fois. Donc voilà. Ça fait assez ancien. Oh non, pas tant que ça. Enfin, c'est peut-être la couverture, encore une fois, elle est très très pâle. Je pense que ça date de quoi, 2018-2019 au hasard. 2018. Invitez-moi à vos jeux télévisés. Alors, son style graphique, 2014, période hiver de tel magazine. Salut Alvin. Ouais, je suis incollable. Oui, donc 2018. Est-ce que je l'ai dit Vous ne saurez pas si je l'ai dit au hasard ou pas. Non, donc ouais, donc plutôt récent quand même. Je dis 2018 parce qu'il ressemble beaucoup à un autre manga qui était chez Pika que j'adorais, qui était Midnight, qui s'est terminé il n'y a pas si longtemps que ça. Je pense qu'il venait du même mag. Voilà. Je perds mes chevilles. Non. Il marche. C'est Kodansha, oui. Bah, évidemment que c'est Kodansha. Je voulais juste vérifier si c'était le même magazine, mais on ne le voit pas. En tout cas, traduction Marie Saskia Reynal, ça c'est une habituée qu'on aime beaucoup. Par contre, j'ai vu adaptation graphique Créaspot. Créaspot. Des nouveaux studios. Jamais, je ne connaissais point. Jamais vu. Bah écoutez, bienvenue dans la danse, Créaspot. Je sais pas si c'est votre premier titre et si vous en ferez d'autres, mais pourquoi pas. Moi, voilà. Il y a assez de monde pour tout le monde. N'hésitez pas. Il y a assez de monde pour tout le monde. Il était pas mal celui-là. Il y a assez de place pour tout le monde. C'est le direct, c'est la direct. Bon, on passe à la suite, on va parler de Genesis, qui est sorti aux éditions Vega de Koji Mori. Genesis, merci aux éditions Vega qui m'ont envoyé donc ce service presse qui est sorti du coup le 4 mars. oui, ça fait plus d'un mois et demi. Bah écoutez, je sais pas, ils m'ont envoyé, donc du coup, moi j'en parle, pourquoi pas. C'est une série qui fait 9 tomes, série toujours en cours, et de Koji Mori, comme j'ai dit. C'est
Alors, il faut parler un petit peu de ce monsieur parce que il a une histoire pas banale et ça explique beaucoup le manga. Donc, je vais me permettre d'abord de faire une petite intro sur monsieur Koji Mori, qui était, du coup, un ami d'enfance, en fait, de l'auteur de Berserk. Et oui, ils ont grandi ensemble, et sur les bancs du lycée, tous les deux voulaient devenir mangaka. Il y en a un qui a réussi, pas l'autre. Et bah oui, parce que l'auteur de Berserk, lui, Morita, hein, voilà, il est parti très très loin, mais Koji Mori, lui, a arrêté. Il s'est dit que mangaka, c'est pas pour moi, et donc il est devenu autre chose. Je sais plus il était dans la pub commerciale, je ne me rappelle plus, mais en tout cas, il n'a pas fait ça. Sauf que, voilà, il a un accident de moto tragique, et il survit vraiment de peu, et là il se dit, je vais changer ma vie, ça m'a donné goût, voilà, j'ai approché la mort de trop près, du coup je veux réaliser mon rêve d'enfant, je vais devenir mangaka, il devient assistant notamment de l'auteur de Berserk, et puis il se lance ensuite tout seul, et il a un grand succès, notamment voilà, mangaka de Suicide Island, et puis il va sortir d'autres séries, et ça marche pour lui. Du coup, Genesis, c'est l'un de ses titres. Je crois que c'est pas le dernier. Sinon, il me semble que celui-là, c'est 2016. Non 2017. Et ma série en cours, si ça doit être son dernier. Et donc, du coup, il a toujours dans ses mangas. C'est très viril, hein, c'est très viril, c'est très la vie, la mort, qu'est-ce qui nous rend vivants, etc. Donc, l'auteur de Berserk en parle dans une interview d'un collègue, voilà, un collègue d'enfance qui voulait devenir mangaka. Tout à fait, c'est lui. Alors, pourquoi je dis que ça se sent? Alors, je sais pas si vous... On n'a pas la photo, là, de Koji Mori dans Genesis? Il n'y a pas. Alors, si vous cherchez sur Google à quoi ressemble Monsieur Koji Mori, vous verrez que c'est quand même un mec un peu balèze. tu sens qu'il a fait du sport toute sa vie et qu'il n'a pas fait des petits sports. Hein. Je pense que au hasard, la lutte, le judo, balèze. Et donc, encore une fois, ceci explique tout cela. Voilà, c'est une petite intro sur qui est ce mangaka, parce que ça se reflète énormément dans ses œuvres, tout ça. Son expérience personnelle sur qu'est-ce que la vie et ce qui fait un homme, entre guillemets. C'est pas sexiste. Tu peux. Mais très léger. Mais du coup, voilà, gros muscles, hein, corps sec là, monsieur. Voilà. Genesis, donc, c'est l'histoire d'un groupe de... Alors, j'étais sur paléontologue, mais pas du tout. Ils sont anthropologues, si je ne me trompe pas. Et ils devaient partir à la recherche. Voilà, ils sont en Australie et ils font de l'anthropologie. Ils voulaient voir des vignes, sauf que visiblement ils se trompent. Bonjour le chat qui vient. Ils se trompent de chemin. Ils tombent dans une grotte et ils se disent mais génial, une grotte inexplorée. Enfin, ils savent pas à ce moment-là, mais dans la grotte, il y a des peintures. Et ces peintures, ce sont des peintures type celles de Lascaux, que nous on connaît bien en France. Et là, ils se disent, ah là là, mais c'est incroyable, ces peintures datant donc de la préhistoire ne sont pas répertoriées nulle part. C'est incroyable. Ils se disent, mais génial, on a fait une incroyable découverte. À ce moment-là, ils sentent que leur tête tourne un petit peu. Ils pensent que c'est du gaz naturel qu'il peut y avoir dans certaines grottes. Et en plus, il y a un éboulement. Bon, ils perdent connaissance et quand ils se réveillent et qu'ils sortent de la grotte, c'est plus du tout le même paysage. Ils se retrouvent dans une vraie forêt et ils y voient des animaux qui n'existent plus aujourd'hui. Alors je me rappelle plus le nom de ces animaux parce que c'est pas des animaux extrêmement connus parce qu'ils datent de pas si longtemps que ça. Mais je vais vous les montrer. Hop là là, voilà, ce sont ces animaux-là. Ils sont herbivores. Ça ressemble à des chevaux qui tiendraient, qui marcheraient comme des gorilles en fait. C'est-à-dire qu'ils ont des pattes qui leur permettent de s'appuyer, de marcher. Et voilà, donc ils ont plutôt une démarche. Donc c'est la stupeur, vous pouvez le voir dans notre petit groupe. Mais qu'est-ce que ces bestioles font là? Et effectivement, quand ils vont continuer à se rapprocher du paysage, qu'est-ce qu'ils ne voient pas donc? Des mammouths et vraiment un paysage digne de la préhistoire. Alors je dis préhistoire, je m'excuse à tous les spécialistes de la période avant civilisation. Je suis très très nulle pour... moi tout est préhistoire, voilà. Mais en vrai il y a plusieurs strates, il y a plusieurs appellations et je suis pas assez spécialisée pour dire les bons termes, je m'en excuse d'avance. Donc, mais eux aussi ne savent pas très bien où est-ce qu'ils sont tombés. Alors isekai, j'ai hésité. Est-ce que c'est un isekai ou c'est tout simplement un retour vers le passé?
Et ils essayent d'estimer où ils sont géographiquement et à quelle période. Alors, les mammouths sont un bon indice. Ils vont tomber sur des humains et ils vont pouvoir donc déterminer de mieux en mieux à quelle période ils sont. Alors, vous pouvez tout de suite le voir au niveau de la couverture, puisqu'on est avec des outils taillés. Et en plus, les animaux, les premiers que j'ai montrés, pareil, sont sur une période assez précise. C'est exactement comme Blue Wall. Tout à fait, Videx. C'est tout à fait ça. On devine la suite. Hein. Notre groupe va devoir survivre dans cet environnement hostile. Et notamment le héros. Alors, le héros, il s'appelle Taiga. Et Taiga, lui, il sort d'une rupture assez douloureuse, amoureuse. Et en arrivant dans ce monde-là, il est juste... D'ailleurs, c'est lui le narrateur. Et dans sa narration, c'est trop bien, c'est trop génial, je me sens vivant, je me sens... voilà, c'est pour ça que je faisais la petite introduction, mais il va avoir très régulièrement un dialogue de ici c'est la vraie vie, c'est la loi du plus fort, donc c'est la meilleure des lois, il faut tuer pour manger, sinon c'est tuer ou être tué, enfin ouais, on est beaucoup sur ce genre de dialogue, ce genre de phrases. D'ailleurs, l'introduction, c'est un groupe d'humains, on ne sait pas encore si c'est ses collègues, mais un groupe d'humains dont lequel il fait partie, qui s'attaque à un mammouth. C'est pas le cas dans le premier tome, hein, c'est juste l'introduction qui vous dit tout de suite, qui donne le là sur le truc. Survivor, exactement. Donc, notre héros va redoubler d'intelligence et redoubler d'anecdotes et de petits détails pour vous dire comment il va survivre, comment il va faire du feu, comment il va dépecer une tortue, comment il va... Il y a plein d'informations sur les créatures qu'ils vont rencontrer, sur pourquoi elles sont là, comment elles se défendaient, comment elles agissaient en meute, pas en meute, etc. Donc c'est un vrai petit retour en arrière, assez intéressant, assez intelligent. La couve est pas ouf, je la trouve très, très moyenne comparée au manga qui est vraiment meilleur. On n'est pas sur un dessin incroyable, mais l'ambiance est là et c'est suffisant pour ce qu'on veut. En plus, il y a des animaux sauvages à dessiner, donc c'est pas non plus la chose la plus aisée du monde. Moi, je trouve que franchement, l'auteur se débrouille très très bien sur ce type-là. Donc voilà, on est sur un dessin plutôt simple, mais très efficace. Voilà, on n'est pas sûr, c'est pas beau, mais laissez les tortues tranquilles. Ah bah oui. Bah t'inquiète pas, il y en a une autre qui va le dire de laisser les tortues tranquilles. Mais il faut bien manger, hein, ça fait quand même 2 jours qu'ils sont arrivés, et ils ont aucun outil. Au début, ils ont pas de lance, ils ont pas de flèche, ils ont rien, donc quand tu veux manger, tu manges quoi? Ah bah alors là, vous avez les fameux chasseurs-cueilleurs qui reviennent un petit peu en tête. Oui, il faut cueillir des baies, mais il faut manger quoi? Les fruits ne ressemblent pas trop à ceux que nous on a connus, etc. Donc, qu'ils avalent leur salive. Petite anecdote, puisque on va parler d'hommes des cavernes. C'est déjà faux, on sait très bien qu'ils ne vivaient pas dans les cavernes. On va parler donc effectivement, en tout cas de néandertaliens et de ceux qui vont leur survivre, les Homo sapiens, dans lesquels nous descendons, au cas où il y aurait des gens qui auraient encore des doutes. Non, on ne descend pas de l'homme de Néandertal, sachez-le. Je n'ai lu que le premier tome, je n'ai pas lu la suite. Mais je fais un pari avec vous, si vous voulez, j'achèterai la suite, j'étais pas sûre, mais... Si jamais l'auteur me fait la goujoiterie de me présenter les femmes comme étant inférieures à l'homme dans ce manga, je le découpe sur place. Pour info, le coup de la femme qu'on tape sur la tête pour l'engrosser et qu'elle restait dans la caverne pendant que les hommes allaient chasser est complètement faux. Je tiens à le On le sait aujourd'hui que les femmes avaient le même niveau social que les hommes, et qu'elles allaient chasser autant qu'eux, et qu'elles faisaient tout pareil qu'eux. Hein, voilà, c'est important de le savoir. Et que ce n'est que plus tard qu'il y a eu des dissociations, notamment quand... Non mais c'est sympa l'histoire, sachez-le. Tout a changé quand la propriété individuelle est arrivée. C'est quand on a décidé que ça c'était à moi et ça c'est pas à toi, que les emmerdes ont commencé et que du coup on a commencé à mettre les femmes de côté. Pourquoi? Pour l'héritage, pour qu'elles fassent des enfants de la personne à qui appartient le bout de terrain et que ces enfants héritent du bout de terrain. Et c'est là où on a commencé à avoir des dissociations au niveau entre les femmes et les hommes. Mais avant ça, ce sont des sociétés qui sont très égalitaires, pas toujours,
mais majoritairement quand même. Non, parce qu'on a eu des matriarcats, des patriarcats qui sont arrivés, il y en a eu, hein, des gens qui ont décidé que c'était eux les meilleurs, mais c'est vraiment à partir du moment où un bout de terrain, on s'est dit, ça c'est chez moi, que tout s'est complexifié. Et sur le chasseur-cueilleur, oui, en fait, c'était plus cueilleur que chasseur. Bah oui, parce que c'était moins risqué. Hein. Donc du coup, quand tu peux ramasser ta bouffe au lieu d'aller manquer de mourir pour une autre, tu choisis la cueillette. Donc naturellement, plus cueilleur que chasseur, mais les deux se complétaient pas mal. C'était la partie... Non, alors c'est pas que féministe, c'est parce que on entretient des stéréotypes complètement cons encore aujourd'hui sur qu'est-ce que c'était la préhistoire et les relations et comment les gens vivaient. Ne vivaient pas dans des grottes. Ne vivez pas dans les grottes. Ça ne se faisait pas. voilà. Exactement, Manon Bril a fait une super vidéo sur sa chaîne YouTube. Allez la voir, elle fait que des trucs super bien. Mais c'est ça, je trouve ça génial, on vit une super époque où on peut enfin encore étudier, parce que justement, on est en train d'arrêter de croire tout ce qu'on a appris sous le prisme des hommes, et ça nous permet d'avoir une meilleure, notamment les Vikings, ça nous permet de mieux apprécier en fait qu'est-ce que c'était vraiment, comment vivaient ces gens-là à cette époque-là, et donc de rectifier. Non, parce que moi, je les ai dessinés, hein, les petits bonhommes dans les cavernes. Et vous savez, le sketch de l'homme des cavernes qui tape au gourdin une nana et qu'ensuite... enfin bref. Donc j'ai hâte de voir ce que Genesis va en dire. Alors, on voit une femme dans Genesis, on la voit à la fin. Et effectivement, je me demande s'il va pas y avoir une grande histoire à son sujet. Là, voilà, c'est l'image de fin. Déjà, merci pour la précision, en tout cas on peut le noter, entre la différence entre les Néandertaliens et les Homo sapiens sur le physique, puisque les Homo sapiens viennent d'Afrique, les Néandertaliens venaient du Nord, et donc du coup ils étaient très différents physiquement, les uns étant roux et plutôt blancs, les autres étant plutôt mat de peau, avec les cheveux effectivement noirs et différents. Donc c'est franchement, déjà le fait d'avoir noté qu'il y avait une différence entre les deux, déjà je suis contente. Évidemment, comme c'est bourré de... alors les mammouths c'est telle époque, cette bestiole-là c'est telle époque, etc. Déjà, je sens que l'auteur s'est fait vraiment un petit kiff de se renseigner vraiment sur les informations. J'espère juste qu'il a pioché des informations qui étaient vraiment bonnes. À la fin du bouquin, vous avez d'ailleurs un petit récapitulatif de tout ça. À quelle époque Taiga et ses amis se trouvent-ils quand l'humanité ne régnait pas encore sur Terre, les mammifères géants y proliféraient, et quand les Homo sapiens et les Néandertaliens s'affrontaient. On sait donc que c'était à peu près il y a 300 000 ans que les Homo sapiens sont apparus en Afrique. Quant à Néandertaliens, ils sont apparus il y a 400 000 ans et se sont éteints il y a 20 000 ans. Donc on est sur une fourchette d'à peu près 300 000, c'est très pratique. Et on vous dit, voilà. Alors c'était les Chalicotherium, ou Chalicotherium, moi je dirais Chalicotherium, voilà, qui ont vécu entre le Miocène et le Pliocène de l'ère Cénozoïque. Je vous avais dit que pour moi c'est préhistoire. Leur corps ressemble à celui d'un cheval, sauf qu'il a des griffes au lieu de sabots avec leurs longs bras. On pense qu'ils marchaient sur les phalanges comme les gorilles en pensant leurs poignets au sol. Voilà. Donc ouais, non, c'est assez intéressant. Je pense que c'est un des meilleurs moyens d'apprendre un petit peu plus sur cette époque-là, qui n'est pas l'époque des dinosaures. Hein, non, parce que quand on dit préhistoire, pour moi c'est dinosaures. Et c'est vrai que, bon, bah, voilà quoi. Ah oui, non, s'il macère les femelles, je vais pas être d'accord, je vais dire non, je suis pas d'accord. Donc c'est Genesis chez Vega, et ça commence très bien pour moi, 8 €, traduction de Satoko Fujimoto, et un lettrage de Daphné Belt. Le prochain tome sera le 6 mai 2022, c'est très proche, puisqu'encore une fois, c'est sorti le mois dernier, voilà, mais je n'avais pas eu l'occasion d'en parler. On va passer à la suite, les très attendus Elegant Yokai Apartment Life, les nouvelles séries de chez Noévé qui coûtent pas un bras, qui coûtent 3,95 € et qui ont donc, ça a été la grande annonce de Noévé, les voilà, et vous me direz, mais qu'est-ce qu'elles ont de différent par rapport au manga classique? Sachez que toute la collection sera à 3,95 € et ça tombe bien puisque ce sont des séries longues. Elegant Yokai Apartment Life fait 24 tomes, évidemment que c'est cool de pouvoir faire une série si peu chère donc un dessin de Waka Miyama et scénario de Hinoa Kozuki. Et donc c'est une série assez sympa, j'en parlais après parce qu'il y a l'animé pour ceux qui ont déjà vu l'animé, mais surtout on va parler donc comme d'habitude avec les noyés, à quoi ça ressemble. Donc pourquoi c'est moins cher? Vous n'avez pas de surjaquette à l'intérieur,
c'est une jaquette cartonnée. Il n'y a pas de surjaquette, vous ne pouvez pas l'enlever. Par contre, ils ont fait l'effort d'imprimer à l'intérieur en couleur. Et ça, je trouve ça très très cool. Il y a quand même le rabat. Le rabat n'a pas été oublié. Hop. Et vous avez en fait, ce que vous avez ici, c'est probablement ce qui était prévu derrière la jaquette, si vous aviez pu l'enlever. Alors, mine de rien, on va quand même apprécier qu'il y a aussi une page couleur à ce prix-là. C'est vraiment juste la surjaquette qui a été retirée. Le papier, je le trouve de bonne qualité, surtout cette série qui a quand même pas mal de noir. C'est un papier, c'est pas un papier ultra blanc, comme si je pouvais le comparer par exemple à un Pika. Mais même en comparant à du Pika, très honnêtement... Alors le Pika a un papier plutôt jauné. Hop là, si vous voulez faire la différence, je sais pas si vous allez la voir bien. Mais voilà. Pika a un papier qui est plutôt jauni. Là, on a un très bon blanc. Donc vraiment, je trouve que ça me va très bien. Virer les jaquettes, go. Moi, je trouve... Moi, j'ai jamais aimé les jaquettes. Très sincèrement, j'ai jamais compris le design des jaquettes, à part de les enlever et de découvrir un joli petit dessin derrière. Mais à part ça, ça se corne, ça s'abîme beaucoup plus vite. Quand on a décidé de faire comme les Japonais, parce que chez Glénat, au début, ils avaient fait la même chose. Et quand ils ont commencé à mettre des jaquettes, j'étais là en mode « Oh non, nul ». Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Alors, il y a quand même du vernis sélectif. Là, vous en avez, hop, vous le voyez avec le reflet de la lumière. Il y a du vernis sélectif. Donc, on garde la qualité, pour moi, de Noévé, à part qu'il n'y a pas la petite carte. Donc, il n'est pas sous blister. Et donc, il y a ce petit logo, c'est cette collection-là qui sera à bas prix. Hein. On a quand même encore une fois... Alors, ouais, magie. On a aussi donc du vernis sélectif sur le côté. Et jusqu'à derrière, hein, vous voyez, les petits osios ont du vernis sélectif. Idem pour... Non, celui-là, il n'en a pas. Donc, ils n'ont pas des petits goodies, en fait, la petite surjaquette. Je crois qu'il l'a pas. Non, il l'a pas. Donc, c'est... un manga tout à fait classique. Alors, tome moins épais. Oui, c'est le dos. Hein. Voilà, c'est dos ici, pardon. Que je côté. Moi, ce qui m'a gêné juste sur celui-là, c'est que, vous le voyez peut-être ici, mais la jaquette en carton dépasse, en fait, du manga. Ça se voit peut-être mieux de profil. Voilà. C'est plus haut. Voilà, c'est plus haut. Et donc, du coup, quand vous essayez de faire ça, en fait, vous tombez facilement là-dessus. C'est très difficile de la tenir. Parce que ça dépasse de trop. Donc, j'ai galéré un petit peu. Oh, j'ai galéré, c'est un mot très fort. J'ai légèrement eu du mal à le feuilleter correctement parce que les jaquettes me gênaient un petit peu. Donc du coup, ce que j'ai fait, je l'ai pris comme ça. Voilà. Parce que ça glissait trop, en fait, ça glissait trop bien. Mais c'est vraiment parce qu'il fallait trouver quelque chose à dire. Alors, plus fin, juste pour préciser, celui-là n'est pas plus fin qu'un autre, il est normal. Par contre, son copain, Ozuki, est extrêmement fin. Vous voyez? Voilà. Je ne sais pas pourquoi. Je pense qu'il a beaucoup moins de pages, tout simplement. Et il est au même prix, il est à 3,95. Hein. Donc, je ne sais pas pourquoi celui-là a beaucoup moins de pages. Je sais pas, parfois, on marque le numéro de page, mais là, je pense pas qu'ils l'ont marqué. Bref. Les trois piafs, là, les trolls. Donc, on va parler... Ah oui, et aussi, le mien, il a des traits... Alors, vous avez un trait ici. Tout le long, en fait, vous le voyez là, voilà, vous le voyez avec le reflet, qui est un trait de pliure, on dirait, ou de collage, au choix. Et moi, j'ai des traits verticaux et horizontaux. J'ai un trait, par exemple, là, de pliure, ici. Je ne sais pas pourquoi. C'est pas grave, hein, il est assez léger. Hein. C'est comme si quelqu'un avait enfoncé son ongle le long de mon manga. J'ai envie de dire, bon, très bien, vous vous êtes éclaté, je ne sais pas pourquoi. Mais juste là, vraiment au-dessus de Elegant Yokai, j'ai un trait ici. Bon. Ok, de quoi il parle ce manga? Alors, il y a eu un animé qui est vachement cool, que j'avais beaucoup aimé, mais j'avais arrêté parce que il m'emballait pas trop. Par contre, le manga, j'étais plus emballée que l'animé. Donc je me suis dit, ouais, il y a le manga qui sort, c'est trop bien. On est sur un garçon qui a pas de chance dans la vie, il s'appelle Yushi Inaba, il a 16 ans, et ses parents sont décédés il y a quelques années. Il vit chez son oncle, mais il se sent pas du tout le bienvenu parce que il a une cousine, et cette cousine, en fait, n'est pas du tout d'accord, visiblement, pour qu'il vive avec eux. Donc, il s'est dit, génial, je vais partir au lycée, dans un autre lycée, et je vais prendre je vais être en... Comment on appelle ça déjà? Il va être en... Ah, merde. Quand on vit là-bas. Mince. Pension. Il va vivre en pension, en fait, au lycée.
Et il se dit, génial, c'est la vie que je voulais, je serai loin de cette famille enfin, de cette cousine qui m'aime pas trop, et puis je vais prendre mon destin en main. Internat, merci, c'est le mot que je cherchais. Et je pensais à ma mère, parce que ma mère a été en pension, et donc elle m'en dit souvent, ah, la pension, c'est trop bien. Donc du coup, lui, il est en mode, oui, super, je vais vivre ma vie, et puis je vais passer mes examens, et puis je vais travailler, ça sera bien. Sauf que la pension, enfin l'internat brûle, et donc du coup il se retrouve sans solution. Donc la cousine, elle est en mode, genre il va rester encore longtemps celui-là. On sait pas trop, parce qu'en fait on la voit pas parler, mais par sa gestuelle, tu comprends qu'effectivement elle est pas fan de lui. Donc du coup il va partir chercher un appartement, sauf qu'il cherche un loyer dérisoire de 200-250 euros par mois, ce qui est quasiment introuvable, sachant qu'il est étudiant, qu'il va devoir faire un petit baito, un petit job pour pouvoir payer tout ça. Donc il s'en sort pas, il se dit ah bah c'est foutu, je trouve pas. Et un soir il est parti, enfin il est assis à un banc, il est en mode je déprime sur ma vie, et il y a deux petits pieds qui se rapprochent, il lève pas les yeux, comprend que c'est un petit garçon qui semble jouer au ballon dans le parc. S'il fait nuit, il est tard. Et le garçon lui dit, tu cherches un appartement Tiens, en face, là, tu devrais demander au proprio, il a peut-être quelque chose pour toi. Mais il regarde pas le petit garçon, il entend cette voix, là, comme ça. Bon. Il lève les yeux, il voit effectivement agence immobilière, il y va, et le proprio lui dit, ah ouais, j'ai ce qu'il vous faut, je m'occupe de la pension des mimosas, comment on peut dire je l'ai en anglais là aussi, putain, enfin je l'ai en japonais, d'un ryokan quoi. Comment on dit ryokan en français? Il n'y a pas de mot pour ryokan en français, c'est ça? Ils l'ont appelé ça comment? Ils ont une... Non, il dit quoi? Il dit qu'il y a un immeuble, c'est ça, qui s'occupe d'un immeuble, je pense. Ouais, il dit ok. C'est un ryokan en fait, c'est une... Ouais, j'ai la rêve. C'est une maison d'hôtes, oui, on peut dire. Ouais, c'est ça. En gros, c'est une maison commune, c'est très commun au Japon, où vous allez... Donc la pension des mimosas, pour ceux qui ont la rêve. Où vous avez un petit immeuble avec des chambres, mais la cuisine, le réfectoire... En fait, les salles communes sont notamment la cuisine, souvent la buanderie, ou ce genre de choses, vont être en commun. Donc vous vivez dans votre chambre, une grosse coloc, exactement, une auberge, une pension. Bah ça, tiens, on revient au mot pension. Je cherche mes mots aujourd'hui, décidément. Une pension, oui, ça... Alors, y en a pas en France, c'est dommage, on fait pas trop ce genre de trucs, alors que c'est vachement cool. Qui sont généralement gérés par un proprio, par quelqu'un qui s'occupe de l'intendance, d'un concierge, en fait. Donc, on lui propose une chambre là-bas, il est ravi, c'est exactement dans les prix qu'il voulait, il y va tout de suite et lui dit, mais attends, il y a un petit truc avec cette pension, il y a des... Alors, ça, en français, ça veut dire de la jaquette, mais au Japon, quand on vous fait ça, c'est ouh. Ce sont les fantômes, voilà. Et lui, il est en mode, ouais, des fantômes, pas de souci, on y va, go. Et donc, il se retrouve dans cette pension, il a sa chambre, il est ravi. En plus, il trouve, il y a des bibliothèques, en fait, elle est déjà meublée, il y a des bibliothèques, des bouquins, il ouvre un bouquin, il fait, ah, mais j'adore cet auteur, il est génial, c'est un grand poète, grand écrivain. Et qui est justement le voisin de palier? Eh ben, c'est le fameux auteur, et il est super content qu'en plus, un de ses auteurs favoris soit dans la même pension que lui, c'est trop bien. Et donc, tout se passe bien jusqu'à ce qu'ils se rendent compte qu'on n'a pas déconné sur les fantômes. En fait, c'est une pension pour yokai, pour fantôme. Alors, yokai en japonais, c'est pas tout à fait fantôme, c'est esprit, voilà. Qui ont plusieurs formes, ils peuvent ressembler à des humains, comme ils peuvent ne pas ressembler à des humains, comme ils peuvent être animal, végétal, bizarroïdo, voilà. Et au début, il panique un petit peu en se disant c'est quand même un petit peu bizarre chez vous. Et puis au final, il va se faire à cette vie, évidemment. En plus, il y a une jeune fille qui est super mimi, qui est infirmière et qui va se révéler être également médium et qui notamment fait des exorcismes. Alors pareil, je sais pas si c'est médium en japonais ou s'ils utilisent le terme vraiment japonais des exorcistes. C'est pas très très grave, mais c'est pour savoir de quel modèle on parle. En tout cas, bonjour Saïma. En tout cas, c'est vrai que c'est exactement comme dans Colloque d'enfer, mais sans les fantômes, tu as raison, Fab Atlantis. C'est Yuna de la pension Yuragi, mais sans le cringe. C'est exactement ça, tu as tout compris. Moi, j'avais bien aimé le premier épisode, le premier tome de Yuna quand même. Mais là, ce sont des fantômes qui ont tous une histoire. Alors, il y a des histoires qui sont plutôt tragiques, notamment celle d'un petit garçon.
qui vous sera raconté dans le premier tome. Alors voici la jeune fille, elle est toute choupie, toute mimi, elle est énergique. Alors oui, il y a zéro cringe, c'est pas du tout. Il y a un fantôme qui est souvent à poil ou qui sort de son bain régulièrement, mais avec une serviette, mais voilà, ça s'arrête là, mais pas plus que ça. Petite ambiance fantôme, donc notamment des fantômes qui jouent au mahjong, les traces de pas par terre. On a notamment celle qui fait à manger, c'est littéralement des mains, mais sans le reste. Et voilà, bienvenue dans le réfectoire des fantômes avec Sadako qui se promène. Enfin, on est bonne ambiance. Nous, personnellement, le petit enfant qui regarde la télévision qui commence à disparaître. Voilà, et il a un petit peu peur. Alors, petit bonus, il y a des bains chauds sous la résidence. C'est quand même vachement bien. Oui, une vraie source d'eau chaude. Tu te dis, mais pourquoi voilà, donc... Et notamment, le propriétaire de cette baraque, c'est lui. Ça, c'est le moment où le héros tombe dans les pommes et qu'on le ramène dans sa chambre. Honnêtement... Ouais, les joueurs de Mahjong me faisaient délirer dans l'animé. Je suis très très fan des joueurs de Mahjong aussi. Je les trouve très très cool. Donc on va croiser plein de créatures, plein de yokai différents, avec plein de références à différents types de yokai japonais, puisque les yokai sont vraiment une croyance japonaise. En tout cas dans le style, c'est-à-dire que nous en France on est plutôt simple. Hein. Nous on a les fantômes. Et c'est tout. Et on n'a pas vraiment de folklore sur des créatures mystiques de l'au-delà. On a des créatures folkloriques vivantes. Le Dahu, par exemple. Mais on en a très très peu dans l'au-delà. À part les fantômes, en fait, la religion chrétienne a complètement éradiqué toutes nos croyances, en fait, qui étaient liées au monde des morts. Du coup, on a gardé que les fantômes et éventuellement les zombies, si vous croyez en la résurrection. C'est bien, ça fait très Pâques, dis donc, hein, comme thème, hein, comme sujet. Ouais, mais la bête du Gévaudan, c'est pareil, elle est vivante. On a des folklores de vivants, en fait. Et les vampires ne sont pas français. Et puis on n'y croit pas aux vampires. Du pur folklore français... Ouais, on n'a pas grand-chose. On va pas se mentir, on n'a pas grand-chose. Coucou Midine, ça me fait plaisir de te voir. Ouais, non, ouais, le Dahu, la bête du Gévaudan, qui est un peu la même chose. Hein. Bah, la Dame Blanche est un fantôme. La Dame Blanche, c'est un fantôme précis qui a une histoire précise. Mais ça reste un fantôme, pour moi. Donc, du coup... Alors que les yokai, oh là là, vous avez des yokai tellement variés, et d'ailleurs, on va en parler après avec Ozuki, des yokai qui sont spécialisés dans l'eau, des yokai qui sont spécialisés dans le vent, des yokai qui sont spécialisés dans ceux qu'il faut pas se retourner quand ils t'appellent, ceux qui sont des miroirs, ceux qui sont sous le lit, Enfin, littéralement, oui, il y a des dictionnaires à yokai, effectivement. Pour moi, c'est même si... Alors, je suis d'accord, ça n'a rien à voir, mais c'est juste que c'est un peu le même style. C'est une bestiole. On aime bien faire peur aux enfants en leur disant de ne pas aller dans la forêt. Et c'est là où tu crées du coup ce genre de créatures. J'avais beaucoup aimé le film sur la bête du Gévaudan qu'ils avaient fait il y a très longtemps. Et d'ailleurs, autre manga sur les yokai qui est très 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 chouette, c'est le Pacte des yokai que j'aime énormément, mais il se vend pas. Oui, le Pacte des loups, tout à fait. Je l'avais bien aimé. Personne l'avait aimé à l'époque, et tout le monde avait... Voilà. Ah, aux Antilles, il y a plein d'histoires d'esprit. Eh ben voilà. Oui, mais c'est bien. Il en faut. Moi aussi, j'attends une réimpression du Pacte des yokai. Je ne les ai pas tous, j'en ai raté plein. C'était pas la bonne chose à faire. Donc du coup, qu'est-ce que ça vaut Elegant Yogai Apartment Life? Bah c'est du slice of life, littéralement, sur un mec qui vit au milieu de yokai. C'est à la fois, il y a des épisodes, il y a des chapitres qui sont choupis. Comme je le disais, il y a des chapitres qui sont beaucoup moins choupis. En veux-tu, en voilà, du jeune monsieur qui est en train de pleurer. Bah, ce sont des gens morts. Donc déjà, on commence sur un thème pas très cool. Mais on va surtout, comme je le disais, il y a une histoire avec un petit garçon, voilà. Si un petit garçon qui est un yokai, c'est qu'il est mort petit garçon. Donc c'est triste. Et puis tout son histoire. Et en fait, pendant 24 tomes, je suppose qu'on va suivre la vie quotidienne du héros qui en plus va, dès le tome 1, on va vous dire qu'il a un petit talent quand même. Hein.
c'est pas n'importe qui lui a dit va voir là-bas l'agence immobilière. Il a un don par rapport aux yokai, au moins de les voir. Alors on vous explique que la pension, en fait, elle est au centre d'un super flux éthéré qui fait qu'il peut toucher et voir les yokai quand il est dans la pension. C'est pas tout à fait le cas quand il est dehors. Il y a des humains, hein, donc quand même. Il y a l'écrivain, il y a une pléthore de personnages qui vont arriver. D'ailleurs, je trouve que dans le premier tome, ils sont très nombreux quand même. Ça fait beaucoup, ça fait une vraie galerie de personnages. Au final, c'est une série qui est plutôt... qui est très agréable à lire. Moi, je la trouve vraiment chouette. L'histoire de ce petit gars m'avait achevé, j'étais triste as hell quand j'ai compris. Mais pareil. Tu sais, t'es là, tu fais « Ah, il est mignon, le garçon, il est mignon ». Et puis après, tu sais, tu te rappelles. Oui, Casper, et le film était très triste. Les gens morts peuvent-ils être des jambons? Bah, ça dépend, halal ou pas. Pardon. Oui, mais en même temps... Ramadan oblige. Non, en fait... Bah, ce qui est expliqué, c'est que justement, en fait, les yokai sont des esprits qui ont quelque chose à finir dans cette vie, ou qu'il y a quelque chose qui les empêche, en fait, d'aller au-delà. Ça va faire une super transition avec le prochain tome. L'au-delà, tel que peuvent le concevoir les Japonais. Alors, est-ce qu'il y a un... Oh, du coup, on va enchaîner sur la suite, parce que c'est... Hop, super transition. Donc, traduction Pierre Ginet. Ça m'a fait hyper plaisir de voir ce nom en traducteur, parce que je connais Pierre Ginet depuis très longtemps. Enfin, je le connais, hein, on se connaît de loin. Hein, je veux dire, on a grandi ensemble dans les mangas, on va dire ça comme ça, mais il était déjà d'un certain âge, il était un petit peu plus vieux que moi à l'époque. Mais ouais, il a traduit mes premières interviews, donc ça me fait plaisir de voir ce nom. Voilà, mais lui, il doit pas du tout se rappeler de moi. Et lettrage, Florian Monnier. Donc voilà, 15 avril, les prochains tomes, c'est le 9 mai. 3,94€ pour une série de 24 tomes. Mais honnêtement, foncez. Foncez. Ça fait vraiment... quelqu'un a mis tout à l'heure que ça faisait moins de 100€. Ça fait un peu plus de 100€, je crois. Fois 24. Ah non, ça fait 100€ la collection de 24 tomes. 96 balles. Franchement, allez-y. Celui-là, je le trouve très cool. Ça fait une petite série... Merci Orange. Ça fait une petite série quand même super piou-piou. Et pas piou-piou à la fois, parce que là c'est genre mort. Mais très chouette. L'animé est cool. Mais les tranches de vie en animé, j'ai plus de mal, je préfère les lire en manga. Transition incroyable vers le deuxième série. Il s'agit de Ozuki Stoic de Natsumi Eguchi, qui est également sorti à 3,95€ et ça la fera 31 tomes, donc du coup un petit peu plus de 100€. Et traduit Anaïs Fourny, qui d'habitude ne traduit. Je me sais plus si elle traduit ou si elle fait... d'habitude, elle fait les relectures, non et une lettrage de Farid Daoud. Alors pourquoi j'en parle? C'est parce que là on va parler de l'enfer et du paradis. Donc du coup super... Oui c'est vrai, Ozuki le stoïque. Super... J'ai perdu ma boucle d'oreille. Super transition. On est effectivement donc... Alors il y a de nombreuses croyances. Au Japon suivant les religions. Faut savoir qu'au Japon il y a quand même la religion Shinto, il y a la religion bouddhique, il y a aussi les chrétiens. Et après le folklore japonais. Parce que c'est un peu comme nous, c'est pas parce que vous avez une religion que vous n'avez pas de folklore sur l'au-delà. Et le folklore, c'est des personnages très emblématiques comme Enma, le dieu des enfers, que vous retrouvez dans Dragon Ball, dans Yu Yu Hakusho et plein d'autres séries qui parlent du monde des morts. Mais notamment, il faut savoir que l'au-delà, encore une fois dans le folklore japonais, donc, se compose du paradis et des paradis et des enfers. Les enfers sont divisés en 8 enfers majeurs et 8 enfers glacés, formant au total pas moins de 272 départements. Je vous parle pas du paradis, puisque là on va parler que de l'enfer. Gouverné par le grand roi Enma. Oui, tout à fait, le folklore est très lié au Shinto, on est tout à fait d'accord. Et on va suivre, on va suivre Ozuki, qui est le premier assistant du grand roi Enma. C'est donc le jeune homme que vous voyez en couverture. Encore une fois, on est donc sur un pur carton pour la couverture, ce qui n'empêche pas... Là, on a une légère gravure au niveau du logo Noévé que je n'avais pas sur l'autre. Et on a du vernis sélectif quand même. Voilà, hop, le vernis qui brille. Il brille un peu partout sur celui-là. Mais en vrai, on a le personnage, je pense... Ouais, on a tout ce qui est en haut. Oui, en fait, il n'y a que le jaune qui n'est pas vernis sélectif. Et on a ce petit relief pour Noé Graphics. Alors là encore, j'ai un trait très identique. J'ai encore un trait qui est ici, au niveau de la couve. Je ne sais pas pourquoi.
Manga beaucoup plus fin. Voilà, je ne sais pas pourquoi il est beaucoup plus fin. Est-ce qu'ils seront tous plus fins? Je ne sais pas. Et alors, je disais, le problème, voilà, c'est ça. C'est que ça avance trop vite. Il faut les prendre un peu comme ça. Ce manga, j'ai eu beaucoup de mal à le lire, je dois vous le dire, parce que il représente une catégorie de mangas que je n'arrive pas à lire et que j'ai beaucoup de mal, c'est les mangas hyper humoristiques japonais. J'ai toujours eu de mal. Ah, il était plus fin au Japon, mais a priori les suivants sont normaux. Merci Midine. J'ai du mal avec l'humour japonais quand il est ultra déjanté et très illogique. C'est-à-dire que on est vraiment sur du gros délire. Et ben là, c'est du gros délire selon moi. Mais du gros délire qui part très loin et j'ai toujours eu du mal à accrocher. Donc ce n'est pas la faute du titre. J'ai du mal avec ces mangas-là. J'avais du mal avec Azumanga Daioh. Voilà. Et c'est vrai que Ozuki le stoïque, c'est vraiment du gros lol en barre sur des sujets différents. En plus sur des sujets folkloriques que j'ai parfois du mal à comprendre. Mais oui, ça a l'air drôle. C'est juste que moi, j'ai pas rigolé, mais faut pas le prendre mal, encore une fois. En fait, Ozuki, Ozuki, il en a marre parce qu'en fait, Enma, c'est un gros boulet. Il arrête pas de lui refiler du taf. Tout le monde refile du taf à tout le monde, d'ailleurs, au passage. En plus, il croise des gros débiles, genre... alors, pareil, folklore japonais, mais vous le connaissez certainement, c'est la légende de Momotaro. Voilà, Momotaro, qui est représenté de manière complètement stupide, avec ses animaux, qui veut s'en prendre du coup à Ozuki. Ozuki qui dit bah très bien, tu veux te battre contre moi, sauf qu'Ozuki, lui, il a une massue, grosse massue de ses morts. L'autre, il a un petit bout de bois, bref, il le défonce. Enfin, voilà, c'est vraiment, c'est du lol en barre, c'est très japonais. Si vous aimez le Japon, je pense que... Et si vous êtes comme moi, pas comme moi et que vous aimez beaucoup rire, c'est un manga qui va vraiment vous faire marrer. C'est bourré de... C'est drôle, par exemple, à un moment, voilà, je me souviens, il participe à un concours pour gagner des figurines. Et du coup, voilà, on le voit là, et ils font... les gagnants de la semaine pour la figurine de Merlion, etc. Et on voit séjour de 3 jours et 4 nuits en Australie, Enfer Ozuki. Genre le mec, son nom de famille, il a mis Enfer. Voilà, et puis Enma lui fait quoi? T'as gagné 4 jours en Australie, mais trop bien. Oh, mais grand roi Enma, j'aimerais poser des congés payés. J'irai même si vous me les refusez. Lui, il fait emmène-moi plutôt avec toi. Pas question. Voilà. C'est vraiment... Enfin... C'est un peu, je trouve que c'est un mélange pour moi d'un autre manga que j'aime beaucoup, qui est Jésus et Bouddha, même si je trouve que Jésus et Bouddha est plus abordable pour nous et donc un peu plus drôle. J'ai beaucoup plus rigolé sur Jésus et Bouddha. Mais c'est un peu ça, c'est un peu, ah tiens, c'est l'histoire de l'assistant des enfers qui est de sa vie quotidienne et qu'on imagine, oh là là, le dieu des enfers, mais non, en fait, c'est un quotidien normal, de petites quêtes normales, avec, ah, il faut manger, il faut boire, je veux partir en vacances, voilà. Donc, du coup, on peut dire qu'il a un travail infernal. Bien joué, Will Kira. Seima qui dit pas si stoïque que ça. Eh ben oui, c'est vrai. Genre Lamu, oui, tout à fait. Genre Lamu, oui, on peut le rapprocher d'un Lamu en plus récent, effectivement. Donc, c'est un peu ce style-là. Comme je disais, c'est pas mon genre préféré et j'ai toujours beaucoup de mal à lire parce que c'est pas mon style. Mais je pense vraiment que 31 tomes d'une série LOL, ça peut être cool. Il y a vraiment tellement... Enfin, il se passe tellement de trucs, il y a tellement de personnages qui arrivent. Genre, je rappelle que c'est les enfers, et donc dans les enfers, on découvre un peu on découvre un peu les différents enfers. Donc il y a un enfer où tu te fais bouffer par les animaux, il y a un enfer où tu dois cramer au soleil, enfin, il y a plein d'enfers différents. Et donc Ozuki, il fait des comment on appelle ça? Il fait des visites, en fait, de tous ces enfers pour vérifier que tout va bien. Alors j'aime bien parce qu'à un moment, il y a des petits démons qui sont en train de torturer quelqu'un, ils font « Eh, vous, on se relâche pas, mettez-y du cœur !» Voilà, un Oni ne connaît pas la pitié, et puis ils sont là « Oui !» Bon, et en fait, à la fin, je sais plus qui c'est qui se pointe dans le... Voilà, je suis Satan, roi de l'enfer d'Occident, aujourd'hui je me rends aux enfers japonais. Parce qu'en fait, c'est bien ça, il faut se rendre compte que c'est les enfers japonais. Donc ils estiment qu'il y a un enfer occidental avec Satan. Et donc Satan vient visiter les enfers japonais et dit « Ah ouais, c'est dur, ah là là, incroyable, les Japonais, ils sont tellement sadiques et tout. » Voilà. Avec un Satan qui a super à la trouille de Ozuki, parce que Ozuki
Alors Kozuki, il était là en mode ah bah non, mais là je vais montrer ça, ici, etc. Normal quoi, une petite visite guidée de nos enfers, sympa. Nous avons un invité aujourd'hui. Donc c'est. Alors j'ai pas de date pour le prochain tome, je l'ai pas trouvé. Bon, c'est pas très très grave. Je pense que ça va être dans les mêmes eaux que ce qu'on avait vu. Hey, salut Avi Racing qui arrive avec voilà l'enfer occidental, ça tend la bite. J'imagine les échanges entre employés des enfers pour se filer de bons titres, mais c'est exactement ça. D'ailleurs, ça fait évidemment penser pour moi à la série Lucifer, qui est un petit peu dans le même idée, bon, enfin, américain tout ça, mais de Lucifer en mode oui, je vais m'occuper des enfers, j'ai la flemme, je vais aller sur Terre et m'éclater et boire de la vodka. Il y a un petit côté voilà, de tous les jours qui est plutôt sympa. Donc, Copélion, comme je l'ai dit, j'avais pas de place pour mettre cette semaine. Si j'ai de la place la semaine prochaine, j'essaierai de le mettre la semaine prochaine. Mais bon, j'ai quand même fait 2 tomes sur les 3. Pour moi, c'est une grande réussite. Noévé a vraiment trouvé une très bonne formule de faire donc, des mangas à 3,95 €. Selon moi, le carton est juste légèrement trop... Enfin, il est bien, il est pas si rigide que ça, mais comme il dépasse, la lecture n'est pas si évidente que ça à cause du carton. Voilà, ça glisse trop. C'est trop glissé. Copélion, il est top. Bah ouais, peut-être que je vais me l'acheter quand même, parce que beaucoup de gens ont dit qu'il était vraiment chouette. Mais voilà, Paris réussi. Félicitations à Noévé pour ces 2-3 titres, du coup, qui viennent de commencer sur des séries longues, mais qu'on va pouvoir acheter sans se dire qu'on va briser, qu'on va devoir vendre un rein pour s'acheter tout ça. Ça, c'est très, très, très chouette et appréciable de cette collection avec ce joli petit logo. C'est XL qui l'ont... Je sais plus comment ils l'ont appelé cette collection-là. Je crois qu'ils l'ont appelé XS, mais j'ai applaudi. Alors, les 8 enfers majeurs, c'est l'enfer Tokatsu, Kokujo, Shugo, Kyokan. Alors, Kyokan, grand enfer Kyokan, Shonetsu, grand enfer Shonetsu, et enfer Abi. Voilà, si vous voulez en apprendre plus sur tous ces enfers. Ce manga est une œuvre de fiction, mais les enfers pourraient bien exister. Surveillez vos actes ici-bas. C'est bien, encore une fois. Alors, ça aurait été mieux en période de carême pour les chrétiens, mais ça passe très très bien pour le ramadan. Parfait. On est dans le thème. Et d'ailleurs, il y a une fête juive, je crois, en ce moment aussi, qui est à peu près la même. C'est marrant, quoi. C'est XS, hein, oui, c'est ça. On est à la croisée de toutes les religions ce week-end. Enfin, c'était le week-end passé. Dernier titre, je tenais à en parler. Mais oui, c'est pas ça, hein, également. Il me semblait bien. Excuse me, dentist is touching me. Aisha-san atatemas de Sho Yamazaki. On va faire juste un petit jeu comme ça. Je l'ai fait avec les filles ce matin. Ce fut une grande réussite. Qui est le dentiste, s'il vous plaît, sans trop réfléchir? Qui est le dentiste dans l'histoire? Voilà, c'est la question que vous pouvez vous poser. Alors, maintenant que je vous l'ai posé, vous pouvez vous dire qu'il y a un piège dans la question et du coup, vous allez mieux faire attention en me répondant. Mais si vous aviez dû juste ne pas réfléchir, juste quand vous avez vu ce titre, vous avez lu le thème, ouais, ceux qui... Voilà, je sais, il y en a qui savent. Mais honnêtement, très honnêtement, qui pensait que dans ce manga, c'était le garçon qui était le dentiste? Alors, c'est horrible, hein, franchement. Ben oui, c'est la fille. Mais c'est toujours frustrant de se rappeler à quel point on est né. On est né dans le patriarcat et que du coup, on a intégré qu'un dentiste, c'est un homme. Et donc, du coup, alors que c'était elle qui était en tenue, hein, évidemment, qui avait les instruments, tout ça. Bah oui, non, donc c'est elle, la dentiste. J'en suis voulu, hein. Mais j'ai fait le test avec les filles. Et les filles aussi ont dit... Je leur ai montré vite fait le truc, j'ai dit, c'est qui le dentiste? Ils m'ont dit, bah c'est le garçon. On a encore du boulot. Alors, je vais avoir du mal à vous parler de ce manga. Je vais avoir beaucoup de mal. Pourquoi? Parce qu'il est basé... Il est hyper drôle. Mais il est basé sur un twist. Un twist scénaristique qui arrive très tôt. Très très tôt. Et que je m'en voudrais de vous raconter ce twist scénaristique. Du coup, je ne vais pas le raconter, le twist. Je vais essayer de vous faire une critique dithyrambique de ce manga que j'ai beaucoup aimé, sans vous raconter l'histoire. En tout cas, pas le truc. Voilà, allez-y dans le... Alors, je compte sur vous sur le chat pour ne rien dire. Hein, voilà. Mais donc, c'est l'histoire de deux clans de Yakuza qui se font la guerre. Parce que, voilà. Et donc, au milieu
ces deux camps de Yakuza. Alors il y a les blancs, il y a les noirs. Je me rappelle plus du nom des blancs, des noirs, parce que les noirs, c'est les Kokuyokai, et les blancs, c'est les... Ils ont un petit nom, c'est pas Shinju ou Shunju, c'est pas marqué derrière? Non, c'est pas marqué derrière. Et les autres... Si, c'est Shinju, voilà. Donc, vous avez les Shinju, ce sont les blancs, et les Kokuyokai, ce sont les noirs, et ils se font la guerre, et au milieu, il y a un cabinet de dentistes. Et on va suivre, en fait, le héros, ça va être l'héritier du clan de Kokuyokai, des noirs donc, qui s'appelle Takuma Kurosumi. Et en gros, on commence l'histoire quand l'un de ses subalternes se fait visiblement blesser et qu'il sort un discours incroyable en mode ah là là, je vais mourir, mais sur mon, on va dire dans mes derniers instants, voilà. Il me dit oui, avant que je vous rencontre, j'étais du genre à faire une montagne de broutilles insignifiante. J'ai fini par comprendre que la Providence nous fait parfois rencontrer des gens capables de nous libérer de toutes nos peurs. Et lui, il est vachement, il est là, chicassé. Junior, les hommes vous appellent l'inébranlable parce que vous n'avez peur de rien, mais je sais que vous fuyez encore certaines choses dans votre vie. Si vous voulez hériter du clan, vous allez devoir devenir encore plus fort que vous ne l'êtes déjà. Affrontez vos vraies peurs et cassez ces murs qui vous enferment. Et voilà. Donc c'est une vraie scène, hein, c'est une scène digne voilà, digne de cinéma. Et franchement, de gros cinéma. Et t'es là et tu fais, c'est vachement chiqué quand même. Et tout ça pour dire à son chef, allez chez le dentiste s'il vous plaît. Voilà. Donc le héros se retrouve chez le dentiste. Et d'ailleurs, il appelle chez lui parce qu'il avait oublié un truc. Et il tombe sur le mec qui est censé être mort. Enfin, il l'a emmené à l'hôpital. Et ensuite, il est chez le dentiste. Il l'appelle, il fait excusez-moi. Et il tombe sur lui en mode ouais, comment ça va? Ah, c'est vous, chef. Désolé. Donc c'était évidemment un gros fake pour qu'il aille chez le dentiste. Visiblement, il a une dentition, il y a un souci. Il a peur Alors, il n'a pas vraiment peur de le dentiste, il a peur des femmes. Et la dentiste qu'il y a, c'est la personne que vous voyez en couverture. Et donc, il a un gros souci avec ça. Et il a un gros souci avec les dentistes. Et alors, la dentiste, elle est juste... En gros, elle parle tout le temps de chiottes. Franchement, le personnage, il est là tout le temps en mode... Elle compare en fait la bouche aux chiottes. Et donc, elle lui dit, en gros, avec le plus grand sérieux du monde, elle est là, mais allongez-vous, je vais pas vous faire de mal, tout va bien. Honnêtement, Sho Yamasaki, il a un style pur et innocent sur les filles. C'est impressionnant. En tout cas, les personnages féminins, regardez-moi ça. Et vraiment, au début... C'est bonjour, installez-vous, je vais m'occuper de vous, ouvrez la bouche. Et lui, il est là en mode non, je vais me barrer tout de suite, au revoir, merci. Elle fait mais vous avez peut-être des caries. Vous savez, les caries, c'est... Et là, avec un grand sérieux, elle dit ce sont des milliers de bactéries qui vous font caca dans la bouche. Voilà. Alors, je sais pas si vous connaissez la tiktokeuse Aline Dessine, mais je trouve qu'elle serait parfaite dans ce rôle. Voilà. Si un jour elle voit ce stream, il faut qu'elle fasse un cosplay de ce personnage. Je veux je la vois tellement bien lire les lignes, ce serait tellement ça. En plus, physiquement, elle lui ressemble complètement. Bref, voilà, et donc du coup, et lui, il est là en mode ce son. Elle fait caca. Voilà, c'est vraiment le personnage est juste divin. Et donc, du coup, elles disent oui, bon, si vous n'étiez pas venu chez le dentiste depuis 20 ans, alors l'intérieur de votre bouche doit sûrement ressembler à des chiottes de gare. Et vous pensez sérieusement que vos futurs hommes voudront suivre quelqu'un dont l'hygiène buccale équivaut à des chiottes? Les seuls qui voudront vous rejoindre seront aussi sales que vous et seraient le gang des WC publics. Et elle dit ça avec vraiment le tout à fait normal, etc. Et donc, du coup, il accepte de se faire soigner. C'est vraiment... voilà. Et donc, lui, il dit... ouais, elle fait... non, mais me considérez pas comme une femme, mais comme une nettoyeuse. Il lui dit, non, mais vous êtes surtout une femme. Elle fait, oui, mais moi, je ne vous vois que comme des chiottes à récurer. Et c'est fait ça tout le long du manga. C'est-à-dire que... elle a vraiment, ce personnage a un franc-parler
sur les shots qui est juste impressionnant. Et ça va déjà il y a vraiment un caractère très 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 marqué, hein, qui est juste qui a à mourir de rire. Et effectivement, il y a un jeu de mots avec inébranlable qui est tellement horrible. Midine, tu as complètement raison, puisqu'il avait un petit souci d'érection, et donc du coup, à un moment, c'est l'inébranlable, et qui va devenir du coup branlable. Voilà, non mais ce jeu de mots, il est génial, Et donc, vous l'avez compris, une relation va s'installer un petit peu. Alors, je ne sais pas combien de fois il va aller chez le dentiste. Il doit vraiment avoir les dents très pourries parce qu'il va y retourner très souvent. Et on va découvrir un petit peu donc ce personnage du héros qui... ça y est, quelqu'un qui l'a entendu, celui-là. Qui est un yakuza, hein, et qui pense avoir... en fait... Il y a plein de quiproquos qui vont se créer. Encore une fois, il y a un twist scénaristique qui arrive très vite. Et en fait, ça ne va être que de quiproquos en quiproquos, mais c'est à mourir de rire. Je ne peux pas vous dire beaucoup plus parce que en fait, le twist arrive juste après cette séance très spéciale chez le dentiste, avec ce personnage dentiste qui a cette façon de parler qui est juste... J'en ai rien à foutre de ta gueule. Et en plus, avec d'une grande beauté, de vraiment... vous êtes des chiottes publiques. Les caries sont en train de faire caca dans votre bouche. Vous êtes juste immonde. Voilà, c'est vraiment comme ça qu'il faut le lire. Et c'est génial. Et en plus, graphiquement, c'est divin. C'est extrêmement beau. C'est vraiment très beau. Et ça contraste tellement avec vraiment ce qui sort de sa bouche. Aux deux, d'ailleurs, au passage. Et il y a plein de trucs comme ça. Genre à un moment, il y en a un, il est tout content parce que il va voir le dentiste justement pour se dire mais c'est quoi ce dentiste qui est en train de changer mon boss. Et il part tout, donc ils s'expliquent tous les deux. Il y a une grand moment de texte entre ces deux personnages. C'est celui qui avait joué la comédie pour faire croire qu'il est élément. Et il se barre tout fier d'avoir parlé fort et tout. Et elle est là, mais non, mais en fait, la serviette. Il a oublié la serviette, voilà. Honnêtement, c'est mou du genou en termes d'humour. On est vraiment sur du pipi caca tout le temps. Encore une fois, à un moment, il propose qu'ils aient une sortie tous les deux. Alors, c'est même pas une sortie, c'est elle lui donne rendez-vous, mais c'est pas un rendez-vous galant. Et donc, lui dit culotte de compète. Et donc, il part acheter un caleçon. Je sais plus, il y a une histoire comme ça. Non, c'est elle qui part acheter des caleçons. Et donc, du coup, qui lui donne. Et donc, du coup, lui achète une petite culotte de compète. Mais que des trucs comme ça, et tu fais... Mais ils sont complètement cons. et oui, fondamentalement, ils sont très débiles. Mais c'est marrant parce que... Enfin, c'est drôle tout le temps. Moi j'étais conquise. Non, c'est hyper drôle. Et... It's touching me. Alors sachez que c'est vrai que quand on lit Excuse me, dentist, it's touching me, on pensait que le mec avait une érection et donc ça touchait. Et non, c'est Roboplo, voilà, parce qu'elle se penche, voilà, et donc il y a des choses qui touchent à ce moment-là. Il y a un petit côté City Hunter, notamment sur les côtés coucou. Pour ceux qui n'ont pas lu City Hunter avait énormément de scènes où on le voyait avec une érection à travers un pantalon qui visiblement avait une poche pour pouvoir contenir le truc, mais bon, c'est pas grave. Et ça faisait coucou, voilà. Et ben là aussi, Mokori, voilà, pour ceux qui connaissent, et ben il y a des Mokori dans ce manga. Et sont très très drôles. Je peux même les montrer tellement elles sont drôles parce qu'elles sont complètement cachées souvent par le soleil. Je suis très voilà, il y a des petits Mokori comme celui-là, voilà, avec le soleil. Encore une fois, ils sont toujours montrés avec le soleil. C'est celui-là, Mokori. En plus, il prend la pause et tout, et voilà. Le regard désespéré de ce personnage est juste à chaque fois qu'il fait un Mokori, et c'est toujours voilà. Donc c'est... Mais parce que ce personnage, on n'a rien à pouvoir. Et honnêtement, à un moment, il y a une histoire de bave. Et donc, bon, ils discutent sur la bave, etc. Oui, alors vous en apprendrez des choses sur les dentistes. Et donc, moment trop mignon où, en fait, le dentiste va commencer à rigoler et tout. Elle va être là, vous êtes trop mignon et tout. Et tout en rigolant, regardez-moi ce visage souriant, vraiment innocent et tout. Elle dit... Ah là là, c'est la preuve que votre bouche est une sorte de cuvette de WC paradisiaque pour les bactéries.
Et en plus, il y a souvent ce truc, vous savez, c'est des trucs d'observation où t'écris, et lisez-les, mais lisez-les. Il y a toujours, là, il y a marqué vraiment trop crade. Puis à un moment, quand t'avais rencontré justement l'autre abruti, comment il s'appelle, celui qui était censé qui a fait semblant d'être mort. Donc, il vient, il dit voilà, je suis venu pour vous rencontrer parce que apparemment mon boss parle beaucoup de vous. Et donc, observation, elle écrit, c'est l'autre débile de la Coco Yokai. Et puis plus il parle et plus elle écrit. Et honnêtement, les trucs qu'elle écrit, c'est... il dit mais vous étiez quoi avant d'être Yakuza? Et puis il dit j'ai oublié. Et du coup, elle écrit dans sa vie d'avant, il était sûrement déjà débile. Voilà. J'ai essayé de vous dire un maximum de choses sur ce manga sans dévoiler le twist. Parce qu'il y en a un, et quand vous apprenez le twist, ce manga prend des dimensions astronomiques. Mais tellement... Vraiment. Astrosphérique, oui. Ça se dit pas, mais c'est pas grave. C'est 5 tomes, la série est en cours. C'est drôle. Est-ce que c'est libidineux? Est-ce que c'est cringe? Non, parce qu'il y a l'humour, en fait. Ça peut pas être cringe. Ça aurait été cringe s'il n'y avait pas eu le twist. Mais comme il y a le twist, ça ne peut plus être cringe, parce que du coup, ça sort complètement... Déjà, elle est hermétique à toute érotisation, en fait, de son personnage. Donc, déjà, il n'y a pas... Et en plus, c'est vraiment... Elle en a rien à battre de ces mecs. Elle avait rien, mais de rien. Et donc du coup, enfin pour l'instant en tout cas. Et du coup, ça rend drôle. Et non, il y a pas de, non, il y a pas d'érotisation. Donc c'est pas cringe pour moi. Moi, je trouve ça très drôle. J'ai hâte de voir la suite. C'est juste malaisant au possible. Voilà, on peut dire ça. C'est très malaisant pour plein de, parce que voilà, il y a plein de trucs où je suis là, mais non. Mais l'humour rattrape tout. Et je trouve ça bien dosé. Le style graphique, il joue pour beaucoup, parce que je pense que ça serait pas aussi bien passé si les deux personnages n'avaient pas ce style graphique, lui, de Don Juan imbuvable, tiré du pire scénario, du pire ciné, et ce personnage de dentiste qui est complètement adorable, mignon, fait tout ce qu'on aime, et qui balance des phrases aussi crues. C'est génial, voilà. Et même quand elle est pas sexy, c'est pas sexy. Exactement. Je suis complètement d'accord. Parce qu'à un moment, au tout début, pour aguicher le chaland, on va dire ça comme ça, il y a ça. Et tu dis, c'est ça le manga que j'attendais, avec, voilà, ce dentiste sexy. Et qui va être cassé par les phrases juste derrière, de dire, j'ai caca dans la bouche. Je suis... Voilà, donc c'est un grand oui. Je suis hyper surprise par ce titre. Je m'attendais à quelque chose de sympa, parce que vraiment il est beau, mais pas à ce point sympa. Il casse beaucoup de codes, beaucoup de machins. Voilà. Ah ouais, Orange Mécanique, rejoins-nous dans le Mokori de ce truc. Donc voilà, pour ce manga que je tenais absolument à chroniquer, moi, rien qu'au titre, j'avais dit, le titre avait l'air drôle, j'ai dit, ah, le titre, il a l'air sympa. Et quand je l'ai lu, j'ai dit, ouais, allez, je le chronique, c'est pas possible, je peux pas passer à côté, c'est pas possible. Donc vivement la suite, ce sera le 6 juillet, c'est Florent Gorge qui s'est occupé de la traduction, et qui est une excellente traduction, je tiens à le dire, parce qu'il y a des jeux de mots. À l'inébranlable, je pense que là, on l'a tous, hein. Il va rester dans la tête, je vais y penser toute la nuit. C'est pas le seul jeu de mots qui est vraiment bon, hein. Et puis même tout... Enfin, caca dans la bouche, c'est une expression qu'on utilise en vrai. Enfin, donc la traduction, l'adaptation, elle est exceptionnelle dans ce manga. L'étrage dessus de charbon qui n'est pas en reste, c'est du très bon. On va passer aux séries en cours que j'ai mis derrière moi. J'en ai pas tant que ça cette semaine, mais j'en ai quand même. Hop là. Les séries en cours, est-ce que ça continue de... Est-ce qu'il y a des séries que vous n'avez pas achetées? Est-ce que ça vaut le coup de les acheter passer le tome 1? C'est la question à laquelle je vais essayer de répondre. Piège charnel, j'avais dit le tome précédent, mais pourquoi il me le continue? Puisqu'au tome 6, ça se terminait très très bien, pourquoi on me le termine, enfin pourquoi on continue au tome 7, et au tome 8 et au plus souvent? Pour rappel, Pierre Chanel, c'est un roman à succès, à très gros succès au Japon, qui raconte une histoire d'infidélité qui va se tourner en des histoires d'amour classiques. Le premier tome, je l'avais défoncé parce que il présentait une scène de viol que je n'aimais pas du tout, et j'ai quand même persisté, et la persistance a payé, puisque au final, on est sur une série tout à fait correcte, et on comprend le succès du roman, puisque c'est vraiment le genre de série un petit peu érotique, qui va plaire à la ménagère, et donc je comprends qu'il se soit énormément bien vendu, encore une fois. Je le dis à chaque tome, hein, mais c'est... Enfin,
imaginez pourquoi est-ce que 50 Shades of Grey c'est bien vendu. C'est mauvais, mais ça couche, ça nique, donc du coup, évidemment, ça plaît. Là, on est sur la conclusion depuis 2 tomes. Ça fait 2 tomes que c'est en train de se conclure. Et qu'on règle les derniers petits détails de la vie quotidienne de nos 2 héros. C'est chiant, on va pas se mentir, c'est pas le truc le plus... J'aime pas quand ça se termine en plusieurs tomes, c'est-à-dire que... En gros, c'est une fois que le gros du bouquin s'est terminé, donc au bout de 6 tomes, après, ben, c'est de la rallonge, et là, ça rallonge pas mal. Ok, c'est les personnages qui retournent voir leurs ex, qui retournent voir les gens avec qui ils ont eu des problèmes pour leur dire qu'aujourd'hui ils sont heureux et que tout va bien. Et c'est toujours pas fini, sérieusement. La suite dans le tome 9, vous allez m'en faire combien des comme ça? Voilà, donc pièce charnelle, c'était bien jusqu'au tome 6, mais depuis le tome 6, eh ben, ça périclite parce que on aimerait bien que ça se termine un jour. Le retour de My Hero Academia. Je ne pensais pas la prendre la suite du Royaume des Étoiles de Nina chez Michel Lafon, mais finalement, je l'ai pris. Pourquoi? Parce que plus j'y pensais, plus je me disais que c'était quand même une série bien cool. Exactement, Vilkera, il n'y a plus de coucherie, c'est chiant. Ouais, c'est exactement ça. Il n'y a plus de coucherie forcée, oh merde. Vous ne l'avez pas entendu de moi. Donc Nina du Royaume des Étoiles, j'avais chroniqué le tome 1, j'étais intriguée, mais pas convaincue. Et puis j'ai vu le tome 2, je me suis dit, mais si, allez, on va prendre le tome 2, on va voir ce que ça donne. Et en fait, le tome 2 conforte un petit peu plus dans une série. Alors, le tome 1, donc c'est une orpheline, on est dans un monde médiéval. Une orpheline qui se fait enlever pour remplacer une princesse qui est décédée, dont seul le prince est au courant. Et donc, il lui met une perruque et il l'éduque et lui dit, tu vas remplacer ma sœur. Je vais te vendre un royaume parce que ça arrange bien mes affaires. Ok, et elle qui était orpheline et qui avait rien pour elle, dit très bien, allons-y Guingamp. C'est en avant Guingamp. Et dans le tome 2, on est beaucoup plus politique, hein, on se rapproche plus d'un... Game of Thrones, c'est peut-être un petit peu fort, hein, on n'est pas à ce point-là non plus de stratégie, mais en tout cas, il y a de la politique, il y a de la stratégie qui arrive dans le tome 2, parce qu'on se rend compte qu'il y a des manigances politiques, et qu'elle va essayer d'arrêter, qu'il faut qu'elle comprenne, et donc du coup, stratégiquement, elle a plusieurs solutions, il faut qu'elle prenne la bonne, etc. Donc on est vraiment sur l'arcane de l'aube, on est sur un des petits derniers de chez Kazé qui est vraiment pas mal. J'ai la couve, mais j'ai pas le manga. Cold quelque chose. Pas Cold Case, non. Non, il reviendra pas. Bref, chez Kazé, il y a un manga aussi qui est politique, de royauté, que j'aime beaucoup. Donc voilà. Et il y a un touchouilla. Cold Game, merci. Là, je savais que c'était un cold, mais je pensais que c'était froid. Merci. Cold Game, qui est excellent, qui est un peu meilleur que Nina. C'est vrai que là, alors vous pouvez le voir à la couve, il y a une romance légère qui s'installe. Elle est légère parce que c'est dans ce tome-là que les héros vont se rendre compte qu'ils s'apprécient un petit peu plus et que du coup, l'envoyer se marier, c'est peut-être pas la meilleure des idées. N'est-ce pas? Mais pour autant, c'est plus compliqué que ça. Encore une fois, politique, tout ça. Mais ça prend pas... C'est ça que j'ai apprécié, c'est que je trouvais qu'il était bien dosé. On va pas non plus être sur une franche relation amoureuse. Oh, je t'aime. Non, du coup, je vais ruiner le pays pour que tu puisses rester avec moi. Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et j'ai bien aimé que ça reste sérieux, justement. Donc c'est un très très bon manga de romance politique, finalement. Très bien dosé. Pas trop de romance, c'est plus de politique, c'est exactement ce que je voulais. Hâte de savoir la suite, puisque mine de rien, on a une stratégie qui se met en place que je trouve intéressante, et j'ai hâte de voir comment l'héroïne va réussir à tout sauver. Hein, voilà. Nina sera-t-elle prête à tout sacrifier pour le sauver? Je rappelle que le début de ce manga commence sur l'exécution de Nina, en tout cas on la voit monter à l'échafaud. Donc comment on en arrive là? C'est un peu l'histoire de ce manga. Chez Michel Lafon, encouragez-les, collection Kazoku. Michel Lafon, c'est super cool qu'ils aient commencé les mangas, mine de rien. Encore une fois, il y a de la place pour tout le monde. J'ai acheté le tome 2 de Criminel Fiançailles. Si je ne vous avais pas convaincu sur le tome 1, eh ben, peut-être que je vais vous convaincre sur le tome 2 que j'ai trouvé bien meilleur que le tome 1. On retourne chez les Yakuza, on retourne sur 2 clans différents et on est sur une jeune fille qui s'appelle, je ne sais plus comment, Yoshino. Yoshino, qui vient d'Osaka, qui est fille de Yakuza, arrive dans un clan de Tokyo, où elle est promise donc en fiançailles au jeune héritier de ce clan.
Si au début il paraît tout mielleux, tout gentil, il s'avère qu'en fait il est extrêmement sadique. Et donc il pensait faire peur à la jeune fille et qu'elle s'en aille la queue entre les jambes, sauf que elle était fille de Yakuza, et même si elle aspire à une vie normale, ne se laisse absolument pas faire, et donc défonce tout, littéralement tout. Donc dans le tome 1, on la voit à peine se rebeller et dire grosso modo au mec que elle va le défoncer s'il l'emmerde trop. Lui tombe littéralement amoureux d'elle à ce moment-là, en disant mais tu es la femme Yakuza parfaite. Donc on n'avait pas trop l'occasion de voir un peu leur relation à tous les deux, et puis surtout elle c'est un peu révélation en fait, c'est une Yakuza une vraie de vraie. Dans le tome 2 du coup on va, c'est la suite direct, parce qu'il y avait une histoire qui était arrivée à la fin du tome 1, on suit sur le tome 2. Une affaire de politique là encore, d'un clan qui a fait une merde et que machin et que truc. Et c'est l'occasion pour nos deux héros donc de faire équipe et d'enquêter donc sur cette affaire. Enquêter parce qu'en fait c'est une fille de clan qui a disparu, il y a une sorte de pognon aussi qu'elle aurait volé, c'est sur leur territoire à tous les deux, donc il faut y aller. C'est l'occasion de revoir notre jeune héroïne en mode Yakuza, et très tôt dans le bouquin. Donc déjà, génial, on retrouve ce que moi j'avais apprécié dans le tome 1, c'est-à-dire que notre héroïne est une personne fière, qui sait ce qu'elle veut, qui même si elle aspire à une vie normale, a vraiment, vraiment l'étoffe d'une femme de Yakuza. Et ça, c'est génial. Lui continue dans le rôle d'un mec qui pète les plombs toutes les 5 secondes, qui sait pas trop ce qu'il veut. Et qui veut quand même se marier avec elle, parce qu'il la trouve juste parfaite, sauf qu'elle, elle veut absolument pas se marier avec lui, parce qu'elle le trouve complètement flippant et red flag partout, quoi. Donc du coup, dans ce tome 2, on a un autre personnage qui va arriver, c'est un personnage du clan de Yakuza de la fille, qui se pointe pour vérifier que tout se passe bien, et qui, évidemment, voit le mec et dit... il lui dit tu l'auras jamais, t'es trop mauvais. Enfin bref, c'est que des histoires de clans, alors c'est... Sérieux, humoristique, c'est les deux. C'est-à-dire que c'est sérieux, mais c'est pas un manga non plus... Ils ont mis dans quoi? C'est Pika qui a sorti ça. C'est, voilà, seinen. Ouais, c'est certainement un seinen parce qu'il y a quand même beaucoup de sang, mais globalement, je peux pas dire que c'est très violent. Il se passe des scènes un peu graves, mais c'est pas hyper violent quand tu le lis. C'est plutôt comment lui, qui est un chien fou, va réussir à conquérir elle, qui a une fierté de dingue, et qui veut une vie normale, et qui avait prévu de s'éloigner des Yakuza. Mais dans son âme, dans son caractère, c'est une fille Yakuza, donc elle peut pas s'empêcher, elle aussi, parfois, de sortir de ses gonds, et d'envoyer chez les gens. Et c'est génial. Quand il a des signes comme ça, je la trouve extraordinaire. Donc, je trouve franchement, le tome 1 était bon, le tome 2 est excellent. Ça confirme que c'est une très très bonne série. Honnêtement, je suis très surprise pareil, que ce soit une série très neutre, dans le sens où, j'en parle beaucoup en ce moment du terme neutre, parce que je trouve qu'on sort de plus en plus de mangas qui sortent complètement des carcans classiques, de c'est pour hommes, c'est pour filles, c'est shoujo, c'est shonen. Celui-là, tout le monde peut le lire. Vraiment, il plaira aussi bien aux filles qui vont adorer le caractère de la fille, aussi bien les garçons, parce que il y a de l'action, il y a vraiment... Non, je sais, les garçons n'aiment pas tous l'action et les filles n'aiment pas tous la romance ou je ne sais quoi. C'est juste pour vous dire que dans les grands classiques de ce qu'on nous vend aujourd'hui, et parce que vous avez été biberonné à ça et donc habitué à ça, et donc malheureusement je suis obligée de composer aussi avec ça quand je fais mes chroniques, celui-là, il paie à tout le monde. Voilà, c'est un neutre absolu que je trouve très bien fait. Et donc bravo à Asuka Konishi d'avoir réussi vraiment cet équilibre, et en plus avoir fait des personnages qui, voilà, cette fille, dessinez-moi plus de filles comme ça, c'est super. Alors il y a plein d'histoires de clans, c'est pas évident de s'y retrouver, j'ai eu du mal à suivre, là, il y a l'histoire du début de ce deuxième tome, donc c'est une fille qui a disparu avec une histoire de pognon, j'ai eu du mal à comprendre les tenants et les aboutissants de cette histoire. Tout ce que j'ai retenu, c'est que les deux héros vont dans une boîte de nuit, elle se prend un coup en pleine poire, l'autre il pète les plombs, mais alors il défonce tout le monde à coups de fourchette. Elle se réveille avec... Putain, je pisse j'ai du sang, je pisse le nez. Et donc, elle m'arrafe la gueule de tout le monde, c'est génial. Voilà. Donc, vraiment, Criminal Fiançailles chez Pika, c'est bien mieux que ce qu'on pensait, et allez-y. Je pense que ça va être une très très bonne série.
Très bonne série, c'est Kaiju. Kaiju, le tome 4 vient de sortir. Kaiju, hein, vous souvenez-vous, Kaiju, ils avaient fait hey, on va recouvrir la Bibliothèque nationale de Paris avec la couverture du tome 1. Le tome 4 est surprenant. Donc Kaiju, c'est une série où... Les Kaiju, ce sont les grosses bestioles type Godzilla qui envahissent le Japon régulièrement. On est dans une série où les Kaiju existent, envahissent régulièrement le Japon. Il y a donc des forces spéciales qui sont arrivées avec un équipement qui les transforme en surhommes et qui combattent donc les Kaiju. On suit un homme qui est la trentaine passée, plutôt daron comparé aux autres, et qui est un nettoyeur de kaiju. Donc quand les kaiju sont abattus par les forces spéciales, lui, il les nettoyait. Et un jour, il y a un kaiju, il semble l'avoir avalé, et depuis, il peut se transformer en petit kaiju, mais surpuissant. Et donc, du coup, il rejoint les forces spéciales grâce à ça. Et dans le tome 4, c'est surprenant, alors, si vous voulez lire le manga et pas vous spoiler, c'est le moment de mettre mute. Je vais raconter un spoil de cette série, mais c'est juste pour dire que je suis surprise de ce qui se passe dans ce tome 4. Enfin, après, on pouvait s'attendre à ce que... Je vous inquiétez pas, je vous préviens quand je spoil. On pouvait s'attendre à ce que il se fasse découvrir à un moment. Mais ça va arriver très tôt. Et je suis surprise, en fait. Voilà. Donc, vous pouvez couper le son, je vais raconter un spoil. Maintenant. Donc oui, je suis surprise parce que je pensais qu'il serait découvert par un personnage, donc ça arrive très tôt, dans le tome 1, il y a un personnage qui comprend ce qu'il est. Dans le tome 4, toute la brigade est au courant, en fait il devient l'ennemi numéro 1. Et donc je suis étonnée que ça arrive si tôt dans le truc. Vous pouvez remettre. Donc c'est... voilà, donc tome 4 surprenant, qui va dans une direction que je pensais pas voir avant 10 tomes au moins. Ok, c'est une série qui en plus est extrêmement populaire au Japon, donc qui clairement va pas se terminer tout de suite. Je me demande vers quoi ça va tendre, du coup. En fait, je pensais que ça serait plus comme My Hero Academia. Je pensais que comme My Hero Academia, on aurait clairement un personnage qui serait planqué du début à la fin quasiment, et qui va progressivement prendre possession de ses pouvoirs, de les comprendre, et qui va devenir très très fort sans que personne ne cherche rien pendant un bout de temps. Ça va visiblement pas être le cas, donc ouais, je suis un petit peu déçue aussi par ça, à voir dans la suite vers quoi ça va tendre, mais très surprenant parce que c'est... bah ouais, ça gâche un tout petit peu du potentiel scénaristique sur le sujet. Donc, à moins qu'ils nous la fassent Ladybug et qu'ils effacent la mémoire de plein de gens, ça va être compliqué quand même. En tout cas, voilà pour Kaiju, qui sort chez Kazé, qui est toujours aussi bon, cela dit passant. Moi, je le trouve toujours aussi bon. Et enfin, on a une touche de bleu qui vient de sortir chez Glénat, c'est le tome 4. Alors, c'est drôle parce que j'ai oublié un titre. Je l'ai pas mis? Ou alors je l'ai... Si, j'ai déjà dû le ranger, en fait. C'est pas grave, je vais vous le dire après. Alors, c'est drôle parce que, en fait, j'ai deux mangas là que je vais vous présenter. Donc, le deuxième, c'est Les Carnets de l'apothicaire, le tome 8. Je crois pas que je l'ai présenté la semaine dernière. Si, je l'ai dit la semaine dernière. Hein. Si, je l'ai dit la semaine dernière. Ok. Bon, c'est pas grave. Mais c'est juste qu'il y a deux personnages identiques qui ont un souci qui est très rare, mais qui apparaît dans deux mangas qui paraissent en ce moment. C'est une maladie, alors c'est pas une maladie, mais c'est une condition qui fait que c'est la prosopagnosie de Kanda. Kanda, c'est le héros. La prosopagnosie, c'est le fait de ne pas reconnaître les gens par leur visage. C'est-à-dire que les gens qui souffrent de ça, je sais pas si souffrent c'est un vrai terme, hein, qui vivent avec ça, ne voient pas les visages des gens. Et donc du coup, les reconnaissent à d'autres choses. Souvent un détail physique, qui n'est pas le visage du coup, mais ça peut être la coupe de cheveux, la couleur, les vêtements, un bijou, un sourire, l'attitude. Donc, mais globalement, ça, ils ne le voient pas. Et c'est le cas notamment du père du père dans les carnets de l'apothicaire, et c'est le cas du héros de une touche de bleu. Alors, le héros, et il y a une héroïne, c'est elle qui a le titre, puisque on parle d'une personne qui a un naivus. Alors, elle a une tache bleue, en fait, qui recouvre la grande partie de son visage. C'est une tache de naissance. Voilà, on voit l'héroïne qui est ici, et vous voyez sa tache, voilà, qui recouvre son œil gauche. Et donc, lui, c'est son professeur. Et donc, en gros, c'est l'histoire de comment elle vit sa vie de lycéenne normale avec cette tache de naissance, qui est un non-événement.
Et lui, avec son problème donc de reconnaissance des gens, sachant qu'il est professeur, il a beaucoup de mal avec les élèves, et c'est de leur rapprochement à tous les deux, parce que il se trouve un sujet commun finalement, et puis après, évidemment, elle va développer des sentiments pour lui. Ce tome est vachement intéressant parce que, en fait, c'est une ode un petit peu à l'acceptation de soi, hein, c'est une ode à plein de choses, parce que entre elle qui se demande c'est quoi être... est-ce qu'elle a deux visages? Est-ce qu'elle a le visage maquillé où elle va pouvoir cacher sa marque? Ou est-ce qu'elle a son visage avec la marque et elle se dit qui est la vraie moi? Et lui, qui a une réponse qui est de dire, avec ou sans tâche, de toute façon, il ne la voit pas, la tâche, puisqu'il ne voit pas le visage. Donc, elle est toujours elle. Enfin, y a vraiment philosophiquement, il y a des choses très intéressantes dans ce manga, Une touche de bleu, sur l'apparence physique des gens, sur aussi comment on appelle ça, les préjugés qu'on peut avoir sur les gens. Les préjugés qu'on peut avoir sur les styles de vêtements, sur les bijoux, sur le maquillage, voilà. Il y a beaucoup de choses dans Une touche de bleu que j'aime beaucoup, qui n'est pas juste raconter une histoire, mais qui est aussi vous faire réfléchir sur plusieurs aspects physiques des gens. Le titre est poétique en tout cas. Oui, Une touche de bleu pour parler de ça. En fait, là, ils ont un voyage scolaire et c'est parce qu'elle part à Kyoto qu'ils vont la maquiller en geisha. Et donc, comme vous le savez, les geishas ont un visage tout blanc. Donc, du coup, sa tache va complètement disparaître. Alors, c'est un moment drôle parce que comme ils vont toutes être habillées en geisha, elle se dit comment son professeur va pouvoir les reconnaître, puisqu'elles sont toutes habillées pareil. Et donc, il va... Voilà, je ne vous dis pas comment il va la reconnaître, mais il va la reconnaître. Et c'est ça qui va faire avancer un petit peu le débat. Ce manga parle aussi des gens déscolarisés, hein, puisque du coup, ils vont avoir des difficultés tous les deux dans leur scolarité. Lui, quand il était plus jeune, et elle, un peu plus tôt. Et donc, ça va parler de déscolarisation et des options qui s'offrent en fait, au Japon aux enfants qui ne peuvent pas aller à l'école pour diverses raisons, harcèlement, démotivation, diverses et variées. Là, dans ce cas-là, c'était beaucoup... lui, il souffrait notamment de phobie sociale, hein, puisque quand vous reconnaissez personne, vous retrouvez au milieu d'une classe, c'est quand même compliqué. Donc vraiment, c'est un manga que vous pouvez mettre dans les CDI d'école, qui du coup parle de plein de thèmes différents sur l'acceptation de soi, qui est vraiment très très bon. Donc bravo à Glénat, qui fait partie de leur horrible... Mais je crois qu'ils n'en parlent plus maintenant, de cette collection. Est-ce que c'était un bide? Est-ce qu'ils l'ont retiré? C'était sorti dans la collection Shoujo Plus, parce qu'il y a Shoujo moins. J'ai dit que je ne dirais plus rien à ce sujet, mais ils l'ont marqué nulle part, hein. C'est juste marqué Shoujo Manga, et puis c'est tout. Mais il n'y a plus de précision sur la collection. Pas plus mal. Voilà un petit peu donc les mangas que j'ai achetés et que j'ai lus cette semaine. On va regarder ce qui se passe pour la semaine prochaine. La semaine prochaine, du coup... Enfin, cette semaine, puisqu'on est déjà lundi soir. C'est juste que comme c'était férié, je sais pas vous, mais personnellement, ça y est, moi hier j'ai reçu « Bonjour madame, j'ai un truc à vous livrer. Ah mais on n'est pas ouvert le week-end. » Et puis « Mais on n'est pas le week-end madame. » Ah oui, c'est vrai. Mais c'est férié. Qu'est-ce que tu bosses un jour férié, monsieur? Alors, là, faut que j'arrête. Cette semaine, je vais y arriver. Nous aurons, donc du coup, c'est la semaine du 18 avril. On peut s'attendre à Doki Doki qui nous sort 300 jours avec toi. Ça sort mercredi. Ça a l'air pas mal du tout, 300 jours avec toi. Je pense que c'est l'histoire de quelqu'un qui va mourir. Chez Delcourt Tonkam, on a Bizarre Adventure. Ah non, pardon. Autant pour moi, c'est un... Bah oui, je me dis Bizarre Adventure, c'est Jojo. Ça doit être un coffret de Jojo, je suppose, qui va sortir. Mais je ne les fais pas. À moins que... Non, c'est un coffret de Bizarre Adventure. 4 one-shot de Hirohiko Araki, l'auteur de Jojo's Bizarre Adventure en coffret. Ah, de Bao Under Execution, Under Jailbreak. Ah, cool. Ah, bah ça, je vais le prendre. Si je le trouve, j'espère qu'il sera facilement trouvable, cette box. Ah, elle a l'air cool. Ah si, Shoujo Plus existe toujours. Le dernier, c'est l'oiseau d'or de Kainis. Ah, bah c'est celui que j'avais parlé la dernière fois. Il était bien. Je sais pas, il est marqué au 20 avril. Ensuite, chez Nobi Nobi, on a Heterogenia Linguistico, étude linguistique des espèces fantastiques. Ça a l'air fun. Ça a l'air très Heroic Fantasy. Du coup, on a
Ah oui, mince, j'ai oublié de vous dire que les Pika, ils sortaient cette semaine, ils sortaient mercredi. Donc mercredi, il y a We Must Never Fall in Love et on a Black Box. Vendredi, on a du Lézard Noir qui est censé sortir avec Henkai Pan et la boîte lumineuse. Et ça va être... Ah, et un truc, Atelier Akatombe, tiens, je connais pas du tout. Qui sort, que reste-t-il de nos rêves? Eh ben dis donc, ça en fait des trucs. Du coup, je pense que je ferai certainement, bah, facilement, 300 jours avec toi, la box de Jojo, enfin de Araki. Heterogenia Linguistico, ça me paraît simple. Il y a Soul Keeper chez Panini Manga. Et en cinquième, eh ben, soit j'essaie d'avoir ce Alcatombe qui m'intéresse, soit je ferai Copelion qui est sorti chez Noévé. Ah non, j'ai toujours pas lu Saturn Return. Ouais, je devrais peut-être faire ça aussi. Je vais essayer. Mais voilà, pour les sorties, il n'y a pas grand-chose. Bah, sans doute à cause du 18 avril, du coup, il ne me sort pas beaucoup. On aura peut-être plus de choses la semaine prochaine, mais je vois que la semaine prochaine, ça sort pas plus. On a les prochaines sorties seront le 29 avril. Eh ben, j'ai intérêt à me mettre des mangas de côté, moi, dis donc. Bah, peut-être que je ferai Saturnalis à ce moment-là, Wiko. Ok, d'accord, je vais le faire, Et ben, du coup, on va se quitter là-dessus. Et puis, je vous souhaite à tous une très 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 bonne soirée. Merci d'avoir été présent à ce stream. Et on se dit à la semaine prochaine, sauf si je fais des streams entre-temps. Je ne sais pas encore. Il faut que je reprenne, mais c'est compliqué et difficile en ce moment. Bonne nuit à tous et à la semaine prochaine au pire. Salut!